Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un bonheur de vous retrouver ce matin au cœur de l'actualité sur Info Télévision. Oui, je démarre avec beaucoup de sourire, mais un sourire qui a en même temps une tristesse parce que les thématiques qui nous interpellent ce matin touchent tout Camerounais qui essaye bien entendu de voir évoluer ce pays qui est le nôtre. Je rappelle aux uns et aux autres que nous aurons 3 arrêts majeurs. On parlera d'opération Épervier, oui, parce que c'est une bataille, une grosse campagne qui a été lancée il y a plusieurs années aujourd'hui pour assainir la gestion des deniers publics, mais qui s'est transformée depuis quelque temps. On a l'impression en règlement de compte. On aura l'occasion encore aujourd'hui d'en parler. On parlera également ce matin de multipatisme. 30 ans après, où en est-on exactement? Quel impact sur le quotidien des Camerounais? Plusieurs partis politiques, pour quels résultats? Des questions que nous nous posons, vous également à la maison. Nous essayerons ensemble d'apporter des éléments de réponse. Et bien sûr, le 4e sujet, c'est la crise dans le Nozo, puisqu'on nous a encore créé un autre DDR. On a envie de questionner la venue du second camp lorsque le premier aujourd'hui fait couler beaucoup d'encre, de salive et de larmes, puisqu'on a assisté récemment à 2 mouvements d'humeur des habitants de ces camps. La solution, elle est de quel côté? Voilà notre préoccupation ce matin. Merci d'être des nôtres et bienvenue à vous tous. Voilà un code d'accès pour vous permettre de participer ce matin, le 6 99 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Vous pouvez également, pour vous qui avez envie de participer hors du continent, vous joindre à nous sur notre page Facebook Info TV Cameroun. 4 invités, 3 déjà présents sur ce plateau. Je commence d'abord par dire bonjour à celui-là qui sera la voix du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui représente sur ce plateau Ferdinand Koungou est avec nous ce matin. Bonjour Ferdinand et bienvenue. Bonjour Rosalie, bonjour Patria Subila, bonjour à tous vos téléspectateurs. Je suis là chez moi ici. J'ai l'habitude d'y venir, une fois de plus je suis là. On va essayer d'éclairer un peu vos téléspectateurs et tous les fans de Info TV. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation ce matin. On en profite pour dire bonjour au patriarche que vous avez déjà pris la peine d'annoncer sur ce plateau, qui est très en forme ce matin parce qu'il réussit à me faire sourire depuis le début de cette émission. Patriarche, à quoi t'as dormi en charge? On aurait envie de te poser la question. Bonjour et bienvenue. Mon co-panéliste m'a provoqué et j'ai réagi, quoi. Bon, bref, merci. Bonjour Madame Gesselé, bonjour aux techniciens, bonjour aux companélistes, comme je l'ai dit. Bonjour à tous ceux qui prennent la peine de nous regarder. Et je pense, je crois et j'espère que lorsqu'on aura fini ce débat, ceux qui nous ont écoutés auront retenu quelque chose d'utile pour notre pays. Mais avant de partir, j'ai un petit coup de gueule. Je n'ai pas voulu choquer les gens hier. Nous avons parlé de la mort ici comme d'une chose naturelle. Elle est peut-être naturelle, mais lorsqu'on sait que lorsque quelqu'un meurt, c'est une partie de quelqu'un d'autre qui reste lui vivant. C'est pour cela que la douleur de la mort, quel que soit l'âge, un bébé, un vieillard, tout ça fait mal. Parce que, par exemple, le papa qui enterre son enfant, il voit une partie de lui-même aller en terre. Et le fils qui enterre son papa, c'est une partie du fils qui s'en va. Donc,
hier, nous n'avons pas été très sérieux en parlant de manière absolument légère de la mort. La mort, un mystère, dit-on, comme la vie. De toute façon, chacun avait sa position. Hein. Légère ou pas légère, chacun est libre de percevoir la vie comme il en a envie. Il y en a pour qui la mort côtoie la vie. Il y en a pour qui le noir côtoie le blanc, le yin, le yang. Il faut toujours un plus et un moins pour qu'il y ait l'équilibre dans le monde. Et je pense qu'à un moment donné, il faudrait qu'on en arrive là, à parler de ce qui fait mal, sans pour autant perdre son latin. C'est triste, mais c'est comme ça, Patrice. C'est comme ça, mais malheureusement, ça conduit à quoi? Ça conduit à ce que... À la déshumanisation que nous avons aujourd'hui. Oui, je peux tuer... facilement. Kungu. Et se dire que la mort, c'est dit bonjour. Et c'est vrai. Bonjour Rodrigue Guéguim, on le rappelle, vous êtes un cadre du PURS. Vous êtes avec nous ce matin, vous faites partie des multiples partis politiques que nous comptons aujourd'hui au Cameroun. Merci d'avoir accepté l'invitation, bonjour. Merci Madame Rosalie, bonjour aux millions de téléspectateurs de Info TV. Je salue particulièrement mes camarades à travers le Cameroun et tout en précisant que nous sommes en pleine restructuration du PURS. Et donc nous invitons tous les Camerounais à adhérer massivement, à prendre leur carte du PURS parce que la participation populaire est la seule chose qui puisse faire pencher la balance en démocratie. Donc nous invitons tous les Camerounais à prendre leur carte du peuple uni pour la rénovation sociale. D'accord. Une fois que c'est dit, je vous propose qu'on rentre dans la première thématique de ce matin. On parle justement de multipartisme. 317 partis politiques à Nîmes. Bon, 18 avec celui de... d'Indiamen qui vient de créer. Donc, 318 partis politiques animent l'arène camerounaise à ce jour, contre un seul en 1990. Au bout de ces 30 ans de multipartisme, l'on est en droit de se poser des questions et de dresser un bilan, ne serait-ce que partiel, de l'impact de ces multiples partis politiques sur le développement du Cameroun. Un bilan d'un processus démocratique depuis 1990. Monsieur Kungu, s'il fallait s'y essayer, qu'est-ce qu'on dit? Non, il est largement positif. Vous savez, la présence même de plusieurs partis est déjà la preuve de ce qu'on appelle le multipartisme. Maintenant, l'équation politique est visible. Vous n'avez qu'à regarder autour de vous. Maintenant, on peut peut-être débattre sur les construits, ou sur les structurations des partis. Et du jeu politique ou bien que peuvent avoir ces partis. Parce que on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de multipartisme. On ne dira pas non plus qu'il n'y a pas de démocratie. Parce que ce qui se faisait dans les années 70 ne se fait plus aujourd'hui. On est passé quand même du parti unique à plusieurs partis. C'est un peu ça. En fait, ça c'est d'abord de prime abord. Maintenant, on peut faire des débats sur... En fait, le problème que j'ai souvent eu, et le débat peut-être qu'il faudrait engager, c'est quel type de démocratie? Comment est-ce que les partis doivent être construits? Comment est-ce que les partis doivent fonctionner? Parce que vous voyez, beaucoup n'ont pas compris exactement comment on construit un parti politique. Certains ont cru que la politique, le parti, c'est aller prendre un papier au ministère de l'administration territoriale et se parvenir partout comme président de parti politique. Mais les partis politiques, c'est des entreprises sur le plan social. Mais combien de partis sont structurés? Combien de présidents de partis ont vraiment l'intention de faire de leur parti une société, une entreprise, une organisation qui va créer de l'émulation et qui va participer au jeu politique? C'est très difficile. Parfois, la plupart du temps, c'est pour essayer d'avoir un statut, espérer exister auprès de l'autorité administrative, peut-être jouir de quelques avantages. Du coup, ça vous donne cette impression que vous avez que le multipartisme est un jeu. Mais effectivement, il a été perçu comme un jeu chez certains. Monsieur Guéguim, 30 ans après, je vous repose la même question. En tant que parti dit de l'opposition au Cameroun, s'il fallait faire un bilan, vous avez la sensation que cette multitude de partis politiques aura changé quelque chose? À la fois, on ne peut pas dire que cela n'a rien changé, mais en même temps, on peut se demander comment faire pour que cette multitude devienne une efficacité.
C'est-à-dire que cette multitude de produits... Comme un aveu d'inefficacité, ce que vous non, il ne dites. s'agit pas de ça, puisque d'ailleurs, quand on parle de multipartisme, on n'indexe pas uniquement l'opposition. Le pouvoir est partie prenante. C'est-à-dire que le pouvoir est aussi un parti politique, si on parle de partis politiques. Bien sûr. Si on parle des partis d'opposition, c'est autre chose. C'est pour dire qu'il ne s'agit pas d'un aveu d'échec de la part de l'opposition, mais il s'agit de dire, après 30 ans, oui, c'est vrai, on a vu la démultiplication des partis politiques. Aujourd'hui, on en compte plus de 318 partis politiques au Cameroun, mais il faut quand même faire une petite précision. Parmi les 300 et plus de partis politiques qu'on a sur la scène, il y a quand même qu'une quinzaine qui sont des partis institutionnels, entre autres le plus. Quand je parle de partis institutionnels, je parle des partis qui ont quand même des élus. Parce que quand même, c'est à travers les élus que les partis politiques participent d'une certaine manière à la construction de la nation, à la construction d'une scène politique un peu plus active. Donc, et je profite par là pour dire que, et c'est la deuxième phase de ma réponse, à savoir que autant on peut s'interroger sur le bilan à mi-parcours, autant on peut également s'interroger sur la possibilité de rendre ces partis-là plus efficaces, en tout cas de créer une scène politique qui soit beaucoup plus mouvante, qui soit beaucoup plus, qui exprime un réel rapport de force. D'accord, on va y arriver dans la projection, hein, parce que je constate dans vos dires, Patrièche, que oui, on a beaucoup de partis politiques au Cameroun, mais on a envie de se dire pourquoi faire. Pourquoi? Parce que chacun veut être président. C'est tout. Il n'y a rien d'autre derrière. Parce que personne, je dis bien personne, ne peut prouver qu'on peut faire 380 idéologies différentes. Or, un parti politique est structuré sur la base d'une idéologie. Et c'est par cette idéologie qu'on attire les gens qui se sentent proches de votre manière de voir, de votre projet. Et alors, à ce moment, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de partis politiques. Il n'y a pas de centaines de partis politiques en France ou aux États-Unis ou en Italie. Mais nous, effectivement, nous sommes tombés dans un piège à con. Le piège à con, c'est lequel? La France se dit, j'ai un empire, comment faire pour avoir toujours la même mise dessus? Un président de la République convoque les gens, convoque les présidents africains et leur dit dorénavant, pour compter sur la France, il faut aller au multipartisme. Et certains naïvement, hein, ils parlent, et en 1990, il y a donc cette floraison, et on parle de démocratie. Non. D'abord, le pluralisme des partis n'est pas forcément une démocratie telle que les démocraties sont définies. Donc, je dis ceci. Le fait d'avoir 300 partis au Cameroun veut dire qu'on n'a pas encore compris c'est quoi la politique. Parce que nous l'avons vu avec un parti où le dirigeant du parti estime qu'il faut qu'il soit d'abord casé pour que ces autres, les membres qui l'accompagnent puissent se dire nous aussi nous pouvons. Et résultat de course, ce parti, j'ai dit, est sorti de lui-même du champ politique. Véritablement, mais malheureusement, heureusement, parce que nous le maintenons vivant sur les plateaux de télévision et de radio. Donc, le vrai problème chez nous, c'est qu'il n'y a pas encore un parti qui a une vision certaine, qui puisse convaincre les gens, comme au départ avec l'UPC, qui avait une vue claire. Il disait ce qu'il voulait faire et essayer de former les membres. Aujourd'hui, la formation des membres, je ne parle pas du parti au pouvoir. Les réunions, c'est la prochaine échéance. On parle de la prochaine échéance. On ne parle jamais de formation. Donc, pourtant, les formations se font, hein, Patriarche. Même toute une académie. On sait ce que c'est les textes au Cameroun. C'est l'UPC qui vous parle. Vous dites que c'est. Moi, je vous dis qu'il y a une académie qui existe. Oui, l'académie peut exister il y a des modules qui sont sans étudiants, sans les conférences de section et ça descend jusqu'à la base.
Non, on connaît Monsieur Okungu. Non, je vous dis ce qui se passe. On connaît ce que c'est les textes au Cameroun. Non, moi je vous dis ça. Nous sommes imbattables. Le Cameroun est imbattable sur la fabrication des textes qu'on exhibe comme ça à la communauté internationale. Non, moi je vous dis ce qui se passe au RDPC. Hein. Oui. Moi je ne suis pas du RDPC, mais je suis dans un village où il y a des gens dans le RDPC. Je suis dans un arrondissement où il y a des membres du RDPC. J'ai jamais entendu qui sont allés en formation quelque part. Non, ça se passe dans les conférences de sous-section et les conférences de section. Qui les forme? En quoi les forme-t-on? Bon, bref, il faut aller dans les délégations départementales et régionales, vous verrez. Non, parce que s'il y avait une formation, on n'aurait pas le mal que nous avons aujourd'hui, où tout le monde voudrait tourner la politique sur le plan tribal. C'est-à-dire que, comme au départ, on n'était pas préparé. Lorsqu'en 1990, nous accédons donc à ce multipartisme, la chose la plus simple a été faite. C'était laquelle? C'était que chacun aille chez lui et fasse son parti. C'est pour cela que certains partis, on appelait par exemple le parti, l'UDC comme le parti de Bamoun, l'UNDP comme le parti des Aoussa, puisque nous appelons tous nos frères du Nord Aoussa, et le RDPC est considéré jusqu'à date comme le parti des bêtis. Donc, vraiment, nous avons un problème. Que le SG n'est pas donc, vous avez la sensation, pour vous suivre, Patriarche, c'est que l'Occident, comme vous le dites, nous a imposé le multipartisme et sans en mesurer la profondeur ou l'impact, tout le monde est venu dans son village créer son parti politique. Pourquoi? Très malin, ils mesuraient l'impact. L'impact, c'est qu'aujourd'hui, une puissance extérieure peut agir au Cameroun en passant par les partis, parce qu'il y en a beaucoup. Et effectivement, ONG est parti. Non, on ne fait rien pour rien dans les pays, disons, on dit développés encore. En tout cas, dans les pays puissants, parce que ça s'est défini par la possession de la bombe atomique. Donc, développer, c'est à voir, parce que le développement parfois est remis en cause. C'est une vue d'esprit. Oui, oui. Est-ce que je tenais, oui, vous voulez réagir? Je tenais à réagir par rapport à tout le déroulé du patriarche. Le véritable problème qu'on peut poser, et je l'ai dit à l'entame de cette émission, c'est la démocratie telle que définie par les standards. Je crois qu'elle se heurte, ou elle s'est heurtée par rapport à son illustration de tout à l'heure, un peu à notre être sur le plan anthropologique et sociologique. Parce que, dites-vous bien qu'il faut ces standards n'entrent pas dans notre construit spirituel. Le premier réflexe aurait été que les gens essaient d'asseoir leur parti sur le plan national dans leur construction. Mais on a trouvé le chemin le plus facile pour certains. C'était d'essayer de faire foule, même si c'est seulement ceux de notre communauté. Tout de suite, vous avez cette tendance qui a commencé à construire des partis en fonction de l'origine de leur promoteur ou du président. Or, les standards tels qu'on veut les appliquer en démocratie ne peuvent pas s'appliquer vu notre anthropologie et notre sociologie. Il faut peut-être donc qu'on adapte la démocratie à nos réalités, à nos construits spirituels et à nos êtres. Parce que dites-vous bien que ce n'est pas la démocratie telle qu'on vous l'a amenée qui a fait de nos sociétés des sociétés démocratiques. Non, les Blancs ont trouvé que nous avions déjà des comportements démocratiques où tout était consensuel, où tout était à débattre, où les sociétés étaient structurées. Il y avait des organisations de femmes, des organisations de jeunes, des organisations des hommes dans les communautés où tout se discutait. Ça, c'était dans nos royaumes. Non, je vous dis que non, la démocratie. C'était dans nos royaumes, pas dans la démocratie. Je suis dans un déroulé. Non, la démocratie telle que vous. Moi, je suis allé plus loin. La démocratie telle que vous déroulez, c'est les standards définis par les Européens. Non, mais avant justement que ces Européennes vous donnent le mot démocratie et vous importez, c'était des royaumes. Non. Donc on ne va pas aujourd'hui prendre le fonctionnement qu'on avait dans nos royaumes et superposer le mot démocratie dessus. Justement, c'est ça. C'est l'erreur qui a été commise.
C'est pour ça que vous avez tous C'est ces ça le tiraillements problème. et toutes ces tensions. C'est-à-dire que les standards démocratiques tels que définis par les Occidentaux n'intègrent pas plus ou moins notre anthropologie, notre sociologie, nos consciences spirituelles. Ça crée donc cet affront où finalement on est à cheval entre les standards et la tentation ou la volonté d'adapter à nos réalités sociologiques. Ça vous donne donc ces construits qui créent même parfois des partis qui sont totalement tribaux parce que la personne qui crée le parti cherche d'abord tout de suite le nombre. Le discours le plus facile pour fédérer les gens, c'est aller dire à ses frères, j'ai créé ça, essayez de vous mettre derrière moi. Oui, là, regardez comme font les autres. Personnes, son parti pourrait exister. Il peut même utiliser ça comme une carte pour avoir des prébendes ou peut-être avoir une position. C'est ça que je suis en train de dire. Or, nos sociétés étaient déjà démocratiques. Oui. Mais avec nos construits sociologiques, c'était les sociétés les plus consensuelles qui puissent exister. Même les Européens n'étaient pas si consensuels. Non, pas du où tout. tout se débattait en communauté. Ou même quand on perdait un procès, on partait avec des conseils. Ou même dans les postures, quand il y avait des problèmes, on s'asseyait en cercle, c'est comme une cuvette, et tout le monde déposait ce qu'il pense au milieu de la cuvette. Je n'ai pas On venait envie... trier, souffrez que je finisse, Oui. hein. On venait trier ce qui avait été dit pour repartager. Du coup, même ceux qui étaient en difficulté repartaient réconfortés, ayant appris des choses. Le blanc a amené les antagonismes. Voilà les standards démocratiques chez les Européens. On s'assoit même face à face en fonction des camps. Ça peut se par définir par l'arbre à parame. Voilà. Non, donc, c'est un peu le débat que nous devions avoir ici. Non, c'est pas le débat qui est le mien ce matin, parce que c'est ça mon problème. Vous m'entraînez dans un débat qui n'est pas le mien ce matin et on est en train de noyer le poisson. Parce que non, je ne vois pas le poisson. Je suis allé toucher le fond. Non, vous n'avez pas touché le fond. Le fond de ce qui fait problème et qui crée ce débat. Si on avait cette préoccupation, ça veut dire que même le RDPC a ce même problème. Parce qu'on a un paradoxe aujourd'hui. Comment on peut comprendre que 38 ans, on a un monoprésident, rien n'a bougé, et que quand on regarde le fonctionnement, on est dans une sorte de... Bon, je ne vais pas employer leurs expressions parce que chez nous, vous le dites, la communauté... C'est parce que vous avez pris les standards démocratiques occidentaux. Non, je vous suis pour en ressortir. La communauté veut que quand on fait des choses, on discute ensemble, on décide ensemble. Je vous pose la question avant de passer. Est-ce cette communauté que nous vivons au Cameroun en ce moment? Bien sûr. Vous avez la sensation. Le RDPC, souffrez que je parle, monsieur Depurs. Le RDPC est justement la forme la plus aboutie de cette communauté. Parce qu'à partir de l'organisation, quelle est la structuration du RDPC? Vous avez même les cellules qui commencent dans la famille. Ces cellules qui composent des comités de base. Les comités de base qui font les sous-sections. Les sous-sections qui font les sections. Souffrez que je finisse. Non, je vais... On arrive aux délégations départementales. Je ne vous ai pas demandé comment est structuré le RDPC. Non, je vais vous répondre à votre question. Pourquoi vous ne répondez pas directement? Non, parce que si je réponds directement, beaucoup de téléspectateurs ne pourront pas comprendre. La communauté, donc, se vit comment? Ça part de chaque communauté, de chaque endroit, de chaque village pour remonter à l'arrondissement, au département, à la région et au niveau central. Même le casting qui est fait pour les membres titulaires du comité central est fait dans ce sens, pour qu'on intègre toute la communauté et que toute la communauté participe au construit du parti dans les propositions et dans les débats. On parlait du Cameroun et non du RDPC. Ça veut non, dire moi je parle ici du RDPC. Je parlais du Cameroun. Hein. Non, je vous ai demandé si quand vous regardez le Cameroun, l'exemple de communauté dont vous parlez, ou vous partez prendre l'exemple d'Atan, vous avez l'impression que vous qui dirigez, puisque quand je dis RDPC, c'est vous qui dirigez ce pays, que vous avez réussi à implanter cela dans le fonctionnement de ce pays et que quand on regarde le Cameroun, on ressent cette communauté dont vous avez tant besoin, alors que c'est vous qui avez les rênes pour implanter cela? Bon, est-ce que vous pouvez m'apporter la preuve que vous ne ressentez pas la communauté dont vous parlez? Bon, s'il fallait vous apporter la preuve, je dirais que personnellement, je ne ressens pas la communauté. Mais comme mon avis ne compte pas, je passe. Pour revenir à votre... Peut-être que vous n'êtes pas proche là où ça n'est pas seul. Justement, le patriarche chef pour moi, il ne ressent pas la communauté. Donc, nous sommes déjà deux. Et si nous sommes deux, il y en a aussi qui nous regardent, qui peut-être ne ressentent pas. J'ai vraiment peur que nous soyons en train de sortir. Non, c'est pourquoi je voudrais qu'on y revienne. Parce que là, j'aimerais qu'on parle justement de l'impact de la multitude des partis politiques sur la scène politique camerounaise, sur la démocratie au Cameroun. Justement, pour vous lancer, puisque c'est le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, j'ai rentré avec lui dans ce paradoxe. Vous êtes très nombreux, le multipartisme cohabite aujourd'hui depuis 30 ans avec un monoprésident.
Paul Biya, en place depuis 38 ans, une faiblesse ou simplement vous n'arrivez pas à exister, je ne sais pas. Non, c'est pas une faiblesse. C'est que il faut remonter dans l'histoire, comme le patriarche l'a déjà très bien fait, à savoir que on était dans une logique de démocratie imposée. Mais aujourd'hui, le gros problème, c'est à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que le pouvoir, le parti au pouvoir, justement, ne permet pas, même s'il permet la création de ces partis, ne permet pas l'expression même de ces partis. Parce que je vais vous expliquer un peu comment le RDPC procède pour avoir, comme ils disent, pour être, comme ils aiment bien le dire, obèse. Ils utilisent les moyens d'État. Et lorsqu'on dit moyens d'État, il ne s'agit pas seulement des moyens financiers. Il s'agit également de la pression parfois sur... Et d'ailleurs, vous allez constater que 90% des militants du RDPC sont des gens qui ne sont pas là par idéologie. On parlait tout à l'heure de la question idéologique et je vais y revenir. Ils ne sont pas là par idéologie, par conviction de ce que le RDPC fait est ce qu'il faut pour les Camerounais. En réalité, ils sont là par parce que chacun veut préserver son poste à la fonction publique, dans l'administration ou je ne sais pas dans quelle entreprise publique ou privée. Et vous voyez même que les opérateurs économiques sont parfois obligés d'avoir la carte du RDPC pour bénéficier de certains avantages, donc de certains marchés également. Donc il y a un clientélisme à outrance sur cette question. Maintenant, le deuxième problème, j'ai dit le premier problème, c'est la manipulation que le pouvoir fait de ces multipartistes. C'est les mauvaises manœuvres que le pouvoir utilise pour ne pas permettre justement l'expression véritable de ces partis-là au sein d'une scène véritablement démocratique. Le deuxième problème, c'est la culture politique. On parlait tout à l'heure de l'académie du parti, mais il faut dire qu'il y a une difficulté aujourd'hui de faire passer de l'idée, c'est-à-dire de ce qui est théorique, de l'idéologie telle qu'elle est conçue, à l'ancrage populaire. Je voudrais dire que les idées ont du mal à s'emparer du peuple parce que justement, d'une part, les partis politiques n'ont pas les moyens. Parfois, les partis politiques ont toute la volonté de participer à l'éducation populaire, mais ils n'en ont pas les moyens, puisque justement le parti en face a tout fait pour clochardiser ces partis politiques-là, justement pour les ramener toujours dans le cadre du clientélisme. Oh non, on a clochardisé. Il n'y a pas de statut de l'opposition au Cameroun. S'il te plaît, il n'y a pas les partis. S'il te plaît, donne-leur l'exemple des médias. La redevance audiovisuelle est versée à tête chercheuse. Non, pas à tête chercheuse, à la CRTV et à Cameroun Tribune, c'est tout. Voilà. Les autres, débrouillez-vous. Voilà, et c'est exactement la même chose. Tout est fait pour que le RDPC ait tous les moyens possibles, mais les autres partis politiques n'ont rien. Jusqu'aujourd'hui, l'opposition n'a pas de statut au Cameroun. Et plus grave, les partis d'opposition, quand bien même les gens racontent dans les bars, que les partis d'opposition sont là pour avoir de l'argent, pour le clientélisme. Mais c'est faux, puisque justement, il n'y a même pas cet argent. Prenons un exemple. Lorsqu'un parti d'opposition va participer à une élection présidentielle, vous déposez une caution de 30 millions. Ensuite, on vous rembourse les 30 millions, mais en deux tranches, à condition même que vous ayez plus de 5% pour qu'on vous donne la deuxième tranche. Ça veut dire que vous n'atteignez même pas ce que vous avez déposé. J'ai envie de vous demander, tout en vous accompagnant, pourquoi créer donc autant de partis politiques? D'abord, il y a deux raisons qui expliquent cela. La première, c'est que justement, l'homme est par nature volonté de puissance. C'est-à-dire que l'homme est par nature animé par le désir d'accéder au pouvoir. Ça, c'est la première. Et aujourd'hui, de plus en plus, les gens ont cette envie-là d'accéder au pouvoir. Ça, c'est la première raison. La deuxième, c'est que parce que les partis traditionnels, les anciens partis politiques que nous avons sur la scène, n'ont pas été bien managés, de sorte que justement il y a eu des gens qui auraient pu être de vrais militants au sein de ces partis, mais qui se sont retrouvés en train de claquer la porte. Et puis une fois partis, ils ont envie de créer leur propre parti politique pour ne plus se sentir frustrés. Or, vous avez des nouveaux partis comme et c'est pour ça d'ailleurs que je ne voudrais pas que nous donnions l'impression à nos téléspectateurs que les partis politiques sont devenus tous des sortes de banalités, qu'il n'y a pas quelque chose de sacré ou quelque chose de quintessentiel dans ces partis-là. Non, parce que si nous le faisons, nous sommes encore davantage en train de décourager ce peuple que nous invitons pourtant à mieux s'impliquer davantage aujourd'hui à la chose politique. Donc, c'est pour dire que la deuxième... aujourd'hui, nous avons quand même des nouveaux partis politiques qui sont quand même de plus en plus structurés de façon à permettre
aux militants, même à l'intérieur de ce parti-là, de s'exprimer, de sentir qu'ils sont entre... Moi, j'en suis un exemple palpable. Donc vous avez la sensation que les anciens partis politiques ont échoué dans... C'est pas une sensation, c'est une réalité, c'est une Et vérité. aujourd'hui, la nouvelle vague, c'est pour changer la donne. Il faut avoir le courage de dire que les anciens partis politiques n'ont pas réussi le pari de la démocratisation de la scène politique camerounaise. Et c'est d'ailleurs pour ça, parce que chaque fois, les générations sont déçues et se voient en train dans l'obligation parfois de se frayer leur propre chemin. Ça, c'est une réalité, on ne peut pas le nier. Mais l'autre raison quand même, c'est qu'il faut que désormais les nouveaux partis politiques émergents, comme l'Opus, que l'on comprenne qu'à l'intérieur quand même de ces partis, il y a quand même des mécanismes qui permettent aux jeunes de s'exprimer, aux militants à l'intérieur de s'exprimer quand même, de se sentir à l'aise. J'en suis un exemple. Je suis arrivé au PUS, j'ai milité, aujourd'hui je suis cadre, actuellement j'ai des responsabilités de gauche à droite parce qu'on sent que voilà quelqu'un qui travaille, voilà quelqu'un qui veut travailler et on lui donne toutes ces possibilités-là, on lui donne la possibilité de se sentir, on lui donne même des marges de manœuvre. Aujourd'hui j'ai toute la responsabilité de coordonner toute la région de l'Ouest, par exemple. Donc ça, c'est quand même, on vous donne une marge de manœuvre pour vous exprimer. Or, lorsque vous regardez l'histoire, on vous dit que, j'oublie un peu l'année, ça devait être en 2011, lorsque on faisait l'élection des cadres du SDF, Célestin Djamène, qui aujourd'hui a créé son parti politique. À l'époque, il est dans le SDF, il dépose sa candidature pour être 4e vice-président du SDF. Or, il y a eu des manœuvres qui ont permis à ce que finalement, il n'ait pas accès à ce poste-là, que finalement, on lui a confié un autre poste qui, pour lui, était moins convoité. Et donc, voilà l'une des raisons qui font que ce monsieur quitte le SDF. Donc, il faut toujours, à l'intérieur des partis politiques, donner la possibilité aux militants de s'exprimer, d'avoir une marge de manœuvre. Donc, il y a un problème. Je m'excuse déjà, Célestin, de ce que je vais dire, parce que N'Djamène, c'est mon ami. Voilà, est-ce qu'on rentre dans un parti politique automatiquement pour avoir des postes de responsabilité? Quand on aime l'idéologie d'un parti politique, on est prêt à travailler, même celui qui travaille au bas aide à ce que le parti s'agrandisse. Est-ce que le problème des partis, entre guillemets, dit de l'opposition aujourd'hui, c'est pas parce que tout le monde veut être le président, tout le monde veut être le secrétaire, et tout le monde veut être le trésorier, et le reste n'intéresse personne? Non, Madame Rosalie, vous n'allez pas enlever à l'homme cette nature-là de c'est pourquoi je demande si ce n'est donc pas ça qui fait que... Ce n'est pas ça le problème. Si on parle de la nature, si on parle de la nature... De chuter, vous pouvez le problème n'est pas ça en tant que tel, parce que le problème est que si on réussit à canaliser ces énergies-là qui sont portées vers la volonté de puissance, si on réussit quand même à canaliser ces énergies-là, on peut construire quelque chose de collectif et de grand. Par exemple, je ne prends que cet exemple parce que pour moi, c'est l'un des meilleurs exemples en la matière. Par exemple, moi, au sein du PUS, si je viens avec la vigueur, avec toute la volonté d'avoir le pouvoir, n'est-ce pas? Mais il faut bien qu'on me donne une marge de manœuvre qui me permet de sentir que oui, je suis en train de laisser évacuer tes énergies. Voilà, c'est de ça qu'il est. Donc, si on canalise ces énergies, ça peut construire quelque chose de collectif. Donc, c'est un peu ça. Oui, vous vouliez réagir. Oui, c'est-à-dire, je suis un peu amusé par tout le déroulé de M. Guégué, qui frise un peu la naïveté politique chez mon jeune frère, qui est dans un parti. Non, toujours la condescendance. Lorsque nous sommes sur un plateau, nous sommes quand même sur un plan d'égalité. Vous n'allez pas me traiter de jeunes frères. Que je parle, je vous ai écouté. Souffrez que je parle. Sauf que votre propos d'entame, vous aurez pu y aller. Je répète ce que j'ai dit. Je suis un peu amusé quand je suis tout le déroulé qui frise un peu la naïveté politique chez mon jeune frère, qui est un jeune frère brillant, qui est dans un parti en pleine émulation. Parce que justement, sur le terrain politique, c'est le jeu des équilibres et des forces. Ce pourquoi il se plaint ici est pire dans des pays où on prend des exemples. Si vous connaissez le combat qu'il y a eu, par exemple, dans un pays comme la France, quand la succession de Mitterrand a commencé à se jouer, vous verrez comment les Raffarins sont venus se casser la gueule, les Juppé, et tout le monde, c'était des combats de sous-cap. Vous verrez comment Sarkozy a pris une trajectoire et est passé sur certaines personnes avant d'arriver. On est sur le terrain politique, c'est le jeu des équilibres et des forces. Donc, le déroulé qu'il dit là, voilà donc le jeu politique. Parce qu'au-delà des combats entre les partis, c'est même aussi parfois des combats entre les personnes dans la même structure. C'est de la pratique politique. Parce que c'est un milieu de compétition. Vous me permettez? Souffrez que je parle. Vous avez parlé après de 5 minutes, je vous ai écouté.
Toute chose qui fait que ce pourquoi ce dont vous vous plaignez, en fait, fait même partie du jeu en ce moment-là. Vous voulez que vous arriviez dans un parti, souffrez que je parle. Vous voulez que vous arriviez dans un parti, on organise le jeu des émulations, on fait jaillir les gens, on leur donne par strat une trajectoire, alors que nous sommes en train de compétir. Non, nous sommes en train de compétir, et dans le jeu pratique, il y a d'abord une compétition entre les individus, parfois dans le même groupe, parce qu'il s'agit de leadership, hein, et parfois entre les organisations. Ou là où on va prendre des exemples, et là je vais me répéter, ça se joue plus serré et plus dur encore. Bonjour, docteur Voré. Vous savez, on pourrait y passer la journée, hein, mais nous, on veut comprendre pourquoi le multipartisme au Cameroun, malgré sa venue, 30 ans après aujourd'hui, on n'a pas la sensation que c'est impacté énormément le jeu politique au Cameroun, parce que lorsqu'on écoute les uns et les autres, on peut retenir, je ne sais pas si je fais bien le bilan, si je me trompe, vous allez me dire, qu'aujourd'hui on a des partis au Cameroun qui se créent en fonction des origines, qu'on a des partis, bon je ne vais pas dire qui ont faim, mais qui n'ont pas beaucoup de revenus, du coup qui se plaignent parce qu'ils ont du mal à fonctionner sans revenus. On a des partis où, voilà, on a des militants, mais des militants qui pour la majorité ont des grandes ambitions. Du coup, quand ils ne trouvent pas ici, ils claquent la porte, ils partent là-bas. Et du coup, on a ce qu'on voit tous les jours, la transhumance politique qui gagne du terrain au Cameroun. 30 ans après, docteur Avoré, sauf si j'ai oublié quelque chose, si est mis. Bonjour Rosalie, bonjour à tous vos invités et bonjour à tous les téléspectateurs. Je tiens à m'excuser pour ce léger retard que j'ai eu. Non, ce n'est pas léger, c'est un grand retard. Ce retard est essentiellement dû aux embouteillages sur nos axes routiers. Les embouteillages n'ont pas commencé. Je m'en excuse. Bien, parlons donc du multipartisme en ce qui concerne l'État du Cameroun. Il faut préciser que le Cameroun accède à l'ère du pluralisme politique qu'est le multipartisme en 1990. Il s'agit d'un retour en réalité parce que le Cameroun a été un État multipartisan depuis la création de l'UPC en 1948 jusqu'à 1966, date de la création de l'UNC. Le Cameroun a fonctionné selon le régime de parti unique de 1966 à 1990. En 1990. Non, s'il vous plaît, vous nous avez pris en cours d'échange. Donc, je comprends que vous avez envie de nous ramener en arrière. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez prendre net là où vous nous avez pris. Parce qu'on est conscient de toute cette histoire déjà ici. Mais nous, on a pris à partir de 90 où de nouveau, on a le multipartisme au Cameroun. Donc, on va essayer d'avancer. C'est ce bilan que nous... Oui, justement, je vais donc aller brièvement. Merci beaucoup. En allant de l'année 1990 voilà. pour mieux comprendre le visage de notre multipartisme aujourd'hui. Il faudrait dire que le multipartisme qu'a connu le Cameroun en 1990 est le résultat de deux dynamiques. Une dynamique internationale et une dynamique interne. La dynamique internationale renvoie tout simplement aux actions de la communauté internationale, n'est-ce pas, qui a fait pression sur les États africains et le Cameroun en fait partie pour que ces États-là puissent, n'est-ce pas, adopter un système pluripartiste, un système de multipartisme. N'oubliez pas la tenue du sommet de la Bolle en 1990 en France. François Mitterrand. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que on a un régime aujourd'hui qui n'a pas voulu du multipartisme. Je veux retracer cette trajectoire de manière historique pour qu'on comprenne bien pourquoi est-ce que notre multipartisme est en réalité un multipartisme déguisé. Pourquoi? Parce que on a un parti politique dominant aujourd'hui, qui est le RDPC, qui était parti unique à l'époque, qui a accepté le pluralisme politique au forceps. Je parlais du sommet de la Bolle. François Mitterrand a tiré les oreilles entre guillemets. Ils continuent à fonctionner aujourd'hui comme si c'était un seul parti, c'est ça? Justement, nous assistons à un multipartisme déguisé, mais les faits sont là. 360 communes au Cameroun. On a un seul parti qui a plus de 300 communes. Prenons l'Assemblée nationale. 180 sièges
On a un parti politique qui a plus de 140 sièges. Prenons les régions. On a 10 régions au Cameroun. On a un seul parti qui contrôle à lui seul les 10 régions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Cameroun clame haut et fort être un État multipartisan, mais en réalité, sur le terrain, on a un parti titanesque qu'est le RDPC. Les autres ne sont que des partis lilliputiens qui n'existent pratiquement pas. Et pourquoi ces partis politiques n'existent pratiquement pas? Voilà, c'est net la question que j'allais vous poser. Justement, vous n'avez pas voulu que je retrace un peu la trajectoire. Dites-nous direct. On n'a pas de l'évolution de notre parti politique. On l'a tracé avant vous, Okay. en fait, docteur. Je vais donc entrer directement dans notre multipartisme d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce que ces partis politiques, qui sont 318 aujourd'hui, sont lilliputiens? C'est pour ça que vous avez dit? Justement, Voilà. lilliputiens, c'est-à-dire des petits Non, partis. j'ai compris. Oui. Je sais d'utiliser votre expression. Lilliputiens parce que depuis 1990, c'est des partis politiques qui n'ont cessé d'adresser des doléances au pouvoir en place. Ah, d'accord. Doléances qui n'ont jamais été prises en compte. Nous avons récemment la dernière élection présidentielle de 2018, la dernière élection présidentielle où on a eu un parti politique qui a été obligé de boycotter les élections, justement parce qu'un certain nombre de doléances, je parle des élections législatives et municipales couplées, justement parce que le système électoral, selon ce parti, favorise un seul parti politique qu'est le RDPC. Alors, on a des partis politiques qui se retirent, des partis politiques qui ont pourtant cette volonté de participer à l'éclosion de la vie sociopolitique camerounaise. À côté de cela, on a le système électoral qui est certes verrouillé. À côté de cela, il y a la forte présence de l'administration. Ça, il faut le dire. En fait, tout ça fait partie du verrouillage du système électoral. Mais on ne peut pas dédouaner l'opposition de ce qui se passe dans notre vie politique aujourd'hui. On a une opposition qui est incapable, n'est-ce pas, de parler d'une même voix, de s'entendre. On a une opposition qualifiée de noblesse et on a une autre opposition qualifiée d'extra-parlementaire. C'est un peu là le problème de l'opposition camerounaise. C'est-à-dire que cette opposition ne parvient pas à s'entendre, à parler d'une même voix, à impulser une action concertée et collective pour mettre à mal le pouvoir en place. Est-ce que vous savez que l'opposition avait été majoritaire à l'Assemblée nationale lors des élections du 1er mars 1992? Ils ont vendu ces places-là au RDPC et par conséquent, il devient très difficile pour ces partis politiques d'opposition de se refaire une place, n'est-ce pas, au sein de nos institutions que sont l'Assemblée nationale, les communes, le Sénat, etc. Oui, Patriarche, vous voulez réagir? Le parti au pouvoir est majoritaire parce que c'est un parti administratif. Le parti au pouvoir écrase tout parce que, comme j'entends l'opposition, je me pose la question, est-ce que vraiment ces gens qui disent faire la politique savent de quoi il est question? Quand on reproche à l'opposition de ne pas parler d'une même voix, ça veut dire que c'est une même idéologie, 380 partis, une même idéologie. Il n'y a que des gens dont les idéologies... Si vous permettez, s'il est acquis que le système électoral est mauvais, parce que tous les partis politiques d'opposition au Cameroun le disent, pourquoi est-ce que certains vont aux élections pendant que d'autres les boycottent? C'est ça la question fondamentale. La question fondamentale, on répond parce que là, ils trouvent quelques biscuits. Parce que c'est ça le but des partis politiques au Cameroun. Parce que je ne vois pas d'idéologie. Si on avait une idéologie au Cameroun comme ailleurs, la solution, disons la situation de l'Afrique aurait changé depuis. Mais malheureusement... Patriarche, toi tu trouves qu'on n'a pas une véritable alternance, non, pas une véritable alternative politique? On ne nous propose aucune alternative politique. Aucun parti. Je prends le cas du parti de monsieur Kamto. Il a été à l'élection présidentielle, sachant bien que le code électoral est ce qu'il est, que la Cour suprême ou la Chambre constitutionnelle, la Cour constitutionnelle est ce qu'elle est. Pourquoi allait-il à l'élection présidentielle? Pour qu'après, il fasse comme quelqu'un qui se réveille d'un profond sommeil pour dire non,
législatives et machin, on ne peut pas aller parce que les textes ne permettent pas aux autres partis de s'exprimer. Voilà le véritable... Nous l'avons dit tout à l'heure, peut-être que ça n'a pas été dit assez fort, c'est les biscuits que les gens cherchent. C'est pour ça qu'il y a une sorte de prostitution politique qu'on appelle l'errance. En fait, c'est de la prostitution politique. On ne peut pas aller dans un parti si on n'est pas d'accord avec l'idéologie de ce parti. Et les partis aujourd'hui n'ont pas d'idéologie et les autres en profitent puisque les directeurs sont du RDPC, la majorité. En tout cas, la haute administration, la haute administration est du RDPC. Alors, lorsqu'on a besoin de moyens pour se mouvoir, on trouve toujours, même si, comme de temps en temps, ça envoie certains en prison, mais ils sortent l'argent. Et puis, on a habitué aux citoyens camerounais qu'un homme politique, lorsqu'il vient faire une campagne, et il faut à manger et à boire. Si on vient la première fois et qu'on trouve qu'il n'y a rien, ne revenez pas. Ça, c'est la vraie difficulté que l'opposition a. Alors, il faut prendre ça en compte. Il en parlait tout à l'heure, le patriarche, l'éducation. On a réussi à montrer aux Camerounais, c'est le pouvoir, a réussi à montrer aux Camerounais que parce qu'ils disposaient des moyens d'État, il faut maintenant amener les Camerounais à faire la politique du ventre. L'opposition a été majoritaire en 92, donc il y a 30 ans. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le recul est parti. Il est difficile aujourd'hui de faire... En 92, il fait bien de dire. Mais l'opposition a été majoritaire en 92. D'où vient le recul aujourd'hui? Non, vous avez acheté avec de l'argent. C'est de cela qu'il s'agit. De postes de ministre. C'est de cela qu'il s'agit. Non, mais attends, patriarche, les alliances politiques existent partout. Vous avez corrompu. Mais ce n'est pas une particularité camerounaise, les alliances politiques. Ça existe partout. C'est exact. Lorsqu'on dit ça de manière aussi péremptoire, il faut expliquer, les alliances politiques existent pour des gens qui ont les mêmes vues, c'est-à-dire qui ont des idéologies convergentes. Oui. Et vous pensez que l'alliance RDPC, UPC, MDR en 92, ce n'était pas des gens qui avaient la même idéologie? Ce n'était fondé sur aucune logique. Non, on était même en face de trois personnes qui ont d'abord été tous dans la même logique et dans la même idéologie quelques années plus tôt. À cette époque-là, d'accord, Frédéric Odot et Paul Biaron quand même étaient dans la même trajectoire quelques années plus tôt. Un parti libéral comme le RDPC s'allie à l'UPC qui est socialiste. Vous dites qu'il y a une logique à ça. Qu'est-ce que vous croyez? Qui vous a dit que le RDPC est un parti libéral? Qui vous a dit que le RDPC est un parti libéral? Arrêtez de lire les lettres dans les enveloppes. Je ferai que je parle. Arrêtez de lire les lettres dans les enveloppes. C'est justement ce genre d'attitude et ce genre de construit chez vous qui vous amène à tomber dans la paresse. Je reviens. S'il n'y a pas de paresse, souffrez que je parle. Il y a trop de pression. Souffrez que je parle. Le patriarche qui avait la parole. Je reviens. C'est le prétexte pour ne pas travailler. Si vous ne pouvez même pas compétir sur la moitié des sièges, comment voulez-vous gagner une élection si vous n'êtes même pas capable de compétir? Le travail que vous faites. L'opposition avait plus de moyens il y a 30 ans qu'aujourd'hui. Je dis, si vous n'avez pas les moyens. À l'époque, le Camerounais n'était pas encore habitué au mangement. C'est ça mon nom. Qu'est-ce que vous dites? C'est clair. Aujourd'hui, c'est difficile de peux parler. Ils viennent pas. On ne bagarre pas. Toi, tu finis en 92, je vais vous dire ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que M. Kodok, qui soi-disant était UPC, ne l'a jamais été. D'accord. Tu comprends? Il avait été recruté pour faire ce jeu. Pour briser l'UPC. Oui, pour briser l'UPC et briser l'opposition. Donc, quand on prend l'exemple de 82, je peux même affirmer que M. Kodok était du deuxième bureau français. Donc, ne venez pas nous parler d'opposition. Quand on fabrique des partis d'opposition, ce ne sont plus des partis d'opposition.
C'est clair, et il y en a Je tellement. pense que monsieur tout le monde peut se faire une opinion aujourd'hui. Hein. On va résumer qu'on a des partis qui se battent, on a des partis qui sont des partis créés, on a des partis alimentaires. Il y a des partis d'opposition qui se rentrent dedans. Voilà, donc ils se font plus de mal à eux-mêmes que le RDPC. Non, c'est pas les partis d'opposition, c'est les partis satellites du RDPC. Non, le MRC vous attend plus que le RDPC. Le MRC, qui vous dit, vous parlez du MRC, qui vous dit, j'ai dit les partis satellites, je n'ai pas cité de parti. Alors je dis. Non, le MRC s'attaque à vous plus que le RDPC. Et qui vous dit vous ne direz donc pas que c'est le RDPC. Il n'y a pas un militant du MRC sur le plateau. Non, moi je suis un stratège de com, j'observe l'opinion. Mais ils se rentrent dedans sans merci, c'est des arènes. Comme ils se rentrent dedans avec vous. Non, avec nous c'est normal, nous avons le pouvoir, ils le cherchent. Nous avons le pouvoir, ils le cherchent. Vous dressez l'opposition contre l'opposition. Comment ça? On a adressé. D'accord, permettez-moi de faire parler quelques Camerounais afin qu'on puisse aussi questionner une autre trentaine d'années, celle de l'opération Épervier. Bonjour Rosalie, je suis Célestin depuis la GE. Guinée équatoriale. Ah oui, je vois 240 euros, je n'ai pas regardé. La prolifération des partis politiques au Cameroun est à l'image de notre sociologie, sans exception. Car si du RDPC vous soustrayez l'administration, voyez ce qu'il en reste. Les intellectuels et les politiques au Cameroun ont tout faux, car nul ne peut adhérer à une idéologie étant affamé. Le vrai combat du Cameroun aujourd'hui devrait être celui du développement. Autre réaction, bonjour Info TV, les partis de l'opposition ne peuvent rien vu les membres du gouvernement quand ils descendent sur le terrain, même si les populations ont voté. Autre chose, ils feront tout pour que le RDPC gagne sur le terrain. Le RDPC perd beaucoup de ses membres du gouvernement et les autorités ne pourront pas s'en sortir, donc ils font tout pour le RDPC. Bonjour à tout le plateau, débat intéressant. Je tire un coup de chapeau au docteur Simbe qui était dans ma classe au lycée de Bankim, dans la Damawa. C'est Kenjeti qui écrit. Vous reconnaissez votre camarade? D'accord. On essaie toujours de retrouver. Les présidents des partis politiques sont pauvres, même leurs militants dans d'autres pays sérieux. Ce sont des militants qui font les cotisations pour leur parti dit depuis OIEC. Bonjour, pourquoi vous stigmatisez? Je pense que vous voulez dire stigmatiser. Stigmatiser, ouais. Le parti au pouvoir, 30 ans après, au pouvoir, il y a la paix, le développement, le vivre ensemble. Pourquoi est-ce que j'ai la langue qui pèse là? Pourquoi vous c'est du mensonge, c'est clair, hein, vraiment. Pourquoi vous stigmatisez? Non, moi, mon avis ne compte pas. J'ai juste ressenti cette pesanteur. Bon, je vais y aller. Bonjour, pourquoi vous stigmatisez le parti au pouvoir 30 ans après au Cameroun? Il y a la paix, le développement, le vivre ensemble. Si ces autres partis ne parviennent pas à faire le bras de fer avec le RDPC, à qui la faute? Ibrahim depuis Dimako. Bonjour à vous sur le plateau et un bonjour spécial à mon idole, le patriarche Bilor à ici. Il n'a pas mis Bilor, attends, j'ai lu Bilor. Ça ne fait rien. Okay. Pour le thème du jour portant sur le multipartisme au Cameroun, je pense à mon humble avis que ces partis ne sont pas créés pour accéder au pouvoir, mais pour bénéficier des millions qu'on leur donne pour battre campagne. Mais l'interrogation majeure est de savoir comment l'opposition compte renverser le parti au pouvoir si elle-même est divisée en 316 partis, 318. Le multipartisme au Cameroun est pour moi un frein à 317 puisqu'on retire... le RDPC. Non, on va arriver parce que Djamène a créé sa part aussi. Donc, on était pourquoi vous retirez le RDPC? Là ne sont pas l'opposition. Il y a les satellites du pouvoir. Je dis pas le contraire, mais pour l'instant, monsieur, tout le monde voit écrit partie de l'opposition. Vous êtes un désordre. Vous lisez dans le boule de cristal. Permettez que je finisse la lecture. S'il vous plaît. Le multipartisme au Cameroun est pour moi un frein à la tenance au pouvoir. Le bipartisme est ce qu'il faut à notre beau pays pour promouvoir la démocratie. Le plus jeune sur le plateau me donne l'impression que son parti fait partie de ceux qui viennent justement chercher les fonds de la campagne. Multipartisme égale maintien du RDPC au pouvoir. Par contre, bipartisme égale alternance. Bruno depuis Soa.
Rosali, bonjour. La plupart des partis politiques sont des excroissances du RDPC qui s'en servent pour neutraliser les partis qui auraient pu instaurer le multipartisme au Cameroun. Parlons plutôt d'un pseudo-multipartisme, aucune attenance n'étant envisageable. On va peut-être sauver deux autres avant de poursuivre cette émission. Non, quand vous démarrez avec des gros mots comme ça, je fais comment? Il faut lire. Non, je ne peux pas lire. Je ne peux pas lire, je ne suis pas une machine à lire. Oui, allez, on s'intéresse à présent à l'opération Épervier. On rappelle je pense qu'on a fait le tour du multipartisme. Il y a encore beaucoup à dire, mais on garde le reste pour la suite. Au passant, on pourrait tourner en rond, l'essentiel a été dit. On parle de l'opération Épervier. On a envie de questionner cette prison aujourd'hui, des personnalités emprisonnées dans le cadre de la campagne d'assainissement de la gestion des deniers publics est devenue pour certains une machine à broyer entre évacuation sanitaire et autres libérations sur fond de discrimination. L'opération Épervier fait aujourd'hui couler beaucoup d'encre et de salive. Raison de plus pour en parler sur ce plateau. Je commence par vous cette fois, docteur Avoré. Où en est-on aujourd'hui s'il fallait faire le point de l'opération Épervier? Oui, disons que depuis sa création en 2006, l'opération Épervier a été une opération dont les résultats sont essentiellement mitigés. Au départ, qualifiée d'opération à tête chercheuse, d'opération d'épuration politique, aujourd'hui qualifiée de machine à broyer, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette opération. Pourtant, elle avait été bien pensée. Elle visait, n'est-ce pas, à moraliser la vie publique camerounaise, à lutter contre la corruption et les détournements des deniers publics. Mais il s'est avéré à un moment que cette opération Épervier ne visait que les hommes politiques, c'est-à-dire ceux-là qui s'entêtent à vouloir rivaliser le président Paul Biya. Et elle a été qualifiée, à tort ou à raison, je n'en sais rien, d'opération à tête chercheuse. Aujourd'hui donc, avec les cas Mendoza et Vamulke par exemple, on constate que l'opération Épervier n'est pas une opération d'épuration politique parce qu'il ne me semble pas que Mendoza et Vamulke avaient des ambitions politiques dans le sens de remplacer le président Paul Biya. Donc il faudrait évacuer cette hypothèse-là dès à présent que l'opération Épervier, l'hypothèse selon laquelle l'opération Épervier est une opération d'épuration politique. Maintenant, une machine à broyer. Aujourd'hui, on peut le dire, machine à broyer. On a vu le cas Mendoza. Je crois que le problème de l'opération Épervier, c'est son traitement à géométrie variable. Vous voyez, on a connu un certain Inoni Ephraim dans ce pays, qui était Premier ministre. C'est même sous son gouvernement que l'opération Épervier a vu le jour. On a connu un certain Yves-Michel Fosso, homme d'affaires très influent, qui avait été, n'est-ce pas, condamné dans le cadre de cette opération-là à des peines d'emprisonnement, mais avait été relaxé, gracié, ou alors il y a eu arrêt des poursuites. Aujourd'hui, on a aussi connu Sibi Meignet, qui est aujourd'hui aux États-Unis en train de mener une vie paisible. Il boit son petit lait tout le matin. Et pendant ce temps, on a des Gervais Mendoza, on a des Vamulke qui sont en prison et qui croupissent, qui meurent dans ces prisons-là. Ça pose un problème, hein? Ça pose un problème. Si on a pu accorder des largesses à certains, il faudrait qu'on puisse aussi accorder des largesses à d'autres. Moi, le cas Mendoza me fait mal au cœur. Tout simplement parce que certains qui ont détourné des sommes d'argent faramineuses, des sommes d'argent vraiment colossales, aussi importantes, plus importantes alors que celles, les sommes d'argent détournées par Mendoza et par Vamulke. Ceux-là ont été mis en liberté. On a parlé d'une évacuation sanitaire et aujourd'hui ils ne sont jamais revenus. Ils sont en train de mener une vie paisible. On a donc l'impression que l'opération Épervier vise à broyer certains au cadre de notre administration et vise, n'est-ce pas, j'ai envie de dire, à démontrer la magnanimité du chef de l'État. Parce que c'est le chef de l'État qui a mis sur pied cette opération. Il arrête certains, il fait arrêter certains au cadre de notre administration qui ont détourné de l'argent et qui doivent normalement purger leurs peines. Il les fait relaxer, il les gracie, il proclame l'arrêt de poursuite et cela mène une vie paisible. Pendant ce temps, on a notre professeur Gervais Mendoza qui est mort en prison à cause de cette opération-là
Tout le monde a vu dans les réseaux sociaux. J'ose croire que vous n'êtes pas en train de dire que l'opération Épervier en lui-même est un problème. Hein? C'est ce que je suis en train de dire. Ok, donc pour vous, ça ne devrait même pas exister. C'est un problème. À partir du moment où l'opération Épervier pose ce traitement à géométrie variable, il faudrait que l'opération Épervier soit une opération limpide, claire. Et aujourd'hui, c'est un trait d'opération Épervier de machine à broyer et à raison quelque part. D'accord. Patriarche, une machine à double vitesse, hein, une machine, bon, je ne sais pas si vous, à géométrie variable. Non, l'opération Épervier, je voudrais dire ceci à ce propos. Un enfant ne peut qu'avoir les gènes de ses parents. Vous vous rappelez que on dit le président a décrété, le président n'a jamais décidé de l'opération Épervier. Je rappelle à tous ceux qui ont une mémoire que lorsque nous dénoncions les prévarications, le président nous a demandé où sont les preuves. Le mot est resté célèbre. Où sont les preuves? Et ceux qui voulaient arranger leurs affaires ont donc concocté ce que vous appelez l'opération Épervier. Il s'agit de qui? Il s'agit de Do Collins et de Amadou Ali. Ils font une pseudo-note de renseignement au président de la République, et je l'ai heureusement, en lui disant qu'il y a que Do Collins, qui est expert en matière de ceci, en matière de cela, en matière bidon, était en Suisse, à Genève, pardon. Et il a causé avec des banquiers qui lui ont dit quels sont les Camerounais qui ont de l'argent là-bas, et il y en a beaucoup. Je vais donner un seul nom. Il disait qu'Abba a 200 milliards là-bas, ce qui aujourd'hui est faux d'ailleurs. Vous comprenez, je vais vous amener où va l'opération Épervier. Monsieur Do Collins et Amadou Ali concoctent donc leur histoire et éliminent qui ils veulent éliminer, parce qu'à ce moment précis, c'est monsieur Amadou Ali qui est le ministre de la Justice. Donc, et c'est lui donc qui pilote l'opération. Et comme je l'ai dit au départ, l'enfant étant mal né, il ne peut pas être bien portant. Il ne peut pas être bien portant. Monsieur vient de dire effectivement, une des maladies de l'opération Épervier, c'est cette histoire à tête chercheuse. À tête chercheuse, il a donné des exemples. Moi, je vais en donner d'autres. Monsieur, on a fait une loi au Cameroun qui veut que lorsqu'on rend le corps du délit, on arrête les poursuites. La loi existe. Alors, à partir de cela, je pose la question, qu'on me dise pourquoi donc Atanakuna est en prison. Qu'on me dise pourquoi. Et le 2 poids 2 mesures, je vais prendre un autre. C'est pour ça que des gens qui tribalisent la politique ont mis sur les réseaux sociaux que Biya a sacrifié ses frères Betty. Non, ce n'est pas Biya qui est ministre de la Justice. Il est certes le président de tout, le premier de tout. Mais concrètement, c'est d'autres qui sur le terrain exerce le vrai pouvoir. Donc, il est le président de tout, le premier de tout pour rien. C'est ce que vous dites? Sans impact, sans rien? Parce que, Madame Guesselé, je vais vous montrer la note dont je parle. Même un enfant qui réfléchit bien, compte tenu de la manière dont cette note était rédigée, on ne devait pas asseoir l'opération Épervier à partir de cette note. Je dis, je l'ai. Bon. Et maintenant, les 2 poids 2 mesures. Lorsque vous allez en prison, c'est l'État qui doit s'occuper de vous en matière sanitaire. Je vous prends un cas. Un détenu à Konangui est malade. Il s'appelle Ginefa. Il va à l'hôpital. On refuse. On lui dit, ah non, rentre d'où tu viens. L'État ne paye pas. Nous, on soigne les gens ici et l'État ne paye pas. Ginefa dit, je vais payer.
je veux me débrouiller. Effectivement, sa femme s'est débrouillée, puisque la facture, c'était 1 million. Elle a payé 1 million. Et tout ça, c'est dans l'opération épervier. Vous avez des gens là-bas qui mettent 5 ans sans qu'on vous appelle une seule fois. Je ne vais pas donner de nom pour ne pas faire des jaloux. Ce que j'ai déjà fait là est assez suffisant. L'opération épervier est mal conçue. Et l'opération épervier, conçue par Amadou Ali et Doe Collins, c'est éliminer les adversaires. On devrait comprendre que quand par exemple Monsieur Kamto part du ministère de la Justice, il ne dit pas la vérité aux gens. Il s'en va parce que le patron qui est Amadou Ali prend le spécialiste en droit qu'est Kamto comme monsieur tout le monde. Il fait un truc, il n'écoute pas. C'est ce qui a amené monsieur Kamto, et surtout aussi avec sa roublardise. Quand il a entendu qu'il ne sera plus au prochain gouvernement, il a préféré aller au quartier pour avoir une certaine aura. Bon. Maintenant, l'opération épervier pose problème parce qu'une loi doit s'appliquer de manière uniforme sur tous les sujets de droit. D'accord. Si ce n'est pas cela, à partir du moment où on choisit tel pour appliquer la loi et ne pas tenir compte, le même tribunal ne pas tenir compte de sa propre jurisprudence, il y a là un gros problème, et c'est le gros problème de cet épervier qui aujourd'hui maintient des gens en prison et fait ce qu'on appelle, et c'est d'ailleurs Amadou Ali et un certain haut fonctionnaire qui ont créé le rouleau compresseur. On vous prend pour un motif et on attend 1 an, on trouve un autre motif. On attend 2 ans parce qu'il y a des gens à Konangui qui ont au moins 5 inculpations sur le dos. Alors, qu'est-ce que c'est que cette manière? On vous arrête d'abord et on cherche les preuves après. Et dans ce cas-là, il y a, puisque j'ai décidé de donner leur nom aujourd'hui, et à Tanakuna. D'accord. Monsieur Guéguima, chacun d'entre nous fait sa lecture pour l'instant de cette opération épervier qui a également environ 30 ans aujourd'hui? Non, 2006. 2006. Bon, c'est à peu près. 2006. À peu près, c'est pas dur. On se rapproche. Ça fait quand même des dizaines d'années. Voilà, on se rapproche dangereusement quand on est déjà au-dessus de 20 ans, 30 ans et à côté. Oui, je pense que c'est un instrument purement moribond. C'est-à-dire, c'est un instrument vraiment qui... En fait, ça entre dans une certaine logique. Vous savez, le pouvoir qui est en place aujourd'hui a sa logique de résoudre, quand il s'agit de résoudre des problèmes, qu'eux-mêmes, ils créent. C'est-à-dire, ils créent des problèmes. Maintenant, quand ils sont exigés d'en apporter des solutions, ce qu'ils font, c'est qu'ils trouvent toujours à créer un instrument qui va permettre non pas de résoudre vraiment le problème, mais de satisfaire, de redistribuer les postes de responsabilité, de satisfaire les anciens camarades, les amis, d'attirer plus de militants conditionnés à l'intérieur de leur parti, plutôt que de résoudre le problème qui se pose. L'opération épervier n'est pas un instrument capable aujourd'hui de faire face au problème à l'assainissement de la vie publique. Ce n'est pas un instrument adapté parce que c'est limité dans la mesure où le patriarche a bien fait d'évoquer la loi qui institue le tribunal criminel spécial qui dit que si vous avez rendu le corps du délit, vous avez la possibilité. Et d'ailleurs, là, il y a toujours des éléments qui permettent de manipuler cette loi. On dit le juge peut. Qu'est-ce qui va maintenant motiver la décision du juge? Il peut. Donc, il peut ne pas aussi. Mais bien sûr, c'est une évidence. Il peut comme il peut ne pas. Il est libre de choisir. Ça rend donc l'instrument assez faible pour faire face à une question aussi importante que celle-là. Pourquoi laisser le choix au juge de vous libérer, ça rend de pas vraiment, le faire? Pourquoi je le dis? Parce qu'aujourd'hui, on le voit. Parce qu'aujourd'hui, on le voit. On voit très bien que l'opération épervier a du mal à assainir justement tous
les milliards qu'on raconte, on a volé, personne n'a jamais dit que voilà, l'opération Hypervieux nous a permis de... Et aujourd'hui d'ailleurs, quand on vous dit qu'on a réussi à récupérer tel nombre de francs, on vous dit le fonctionnement même des instruments, des multiples instruments qui sont mis en place, consomme encore tout ce budget. Donc le véritable problème aujourd'hui, c'est l'efficacité de cet instrument qui n'est plus qui n'a d'ailleurs jamais été adapté pour lutter contre la corruption. Aujourd'hui, il faut penser d'autres instruments plus efficaces. Il faut penser une autre efficacité pour lutter contre ces fléaux. La première chose à faire, c'est d'abord de mettre en exécution l'article 66 de la Constitution. Tout part de là. Et mettre en place une police anticorruption qui permet, en fait, qui est plus efficace et qui permet l'enrichissement illicite. Justement, et qui permet à ce que dès lors que vous êtes soupçonné ou alors dès lors que vous êtes accusé de détournement, la première chose à faire, c'est de revenir évaluer votre fortune par rapport à ce que vous avez déclaré au départ. Et ensuite, on commence à saisir jusqu'à ce que la quantité de vos biens qui auraient été saisis permettent de combler le vide que vous avez créé dans les... Au moins, ce serait rentable. Oui, mais c'est ça. Donc, il faut penser aujourd'hui d'autres instruments. Ça commence par là, pas l'activation de l'article 66. Parce qu'aujourd'hui, tout est géré dans le flou. On ne sait pas si... parfois, on peut accuser quelqu'un d'avoir volé des milliards, mais en réalité, il n'a rien dans son compte. Parce que donc, tout est géré dans le flou. On nomme quelqu'un dans des responsabilités publiques, mais on ne sait pas exactement ce dont il dispose, combien. Et puis après, il mélange avec les biens de l'État. Tout est dans tout. Donc, il faut aujourd'hui repenser l'instrument et même la volonté politique. Le premier secrétaire a dit la semaine dernière, le véritable problème de la lutte contre les détournements et la corruption, la malgouvernance, c'est le problème de volonté politique. Il faut d'abord une réelle... Malheureusement, le pouvoir en face n'a pas cette volonté-là. Et tout démontre ce que je dis. Je voudrais mettre de l'eau à ton moulin. L'opération souffre d'un mal très grave. C'est lequel? Parce qu'au départ, lorsqu'on déclenche une opération d'assainissement de mœurs, on crée un compte séquestre dans lequel on va mettre l'argent qu'on va saisir. Qu'on va saisir. Et on dit à l'avance à quoi va servir cet argent. Mais c'est impossible au Cameroun. Pourquoi c'est impossible? Parce qu'il y a votre fameux principe de l'unicité de caisse. Même si on prend l'argent, on met dans la même caisse. Et quand on met la main, on ne sait pas si l'argent là est venu du TCS. Non. Et on en fait ce qu'on veut. C'est ça, c'est pour entretenir le flou en tout cas. C'est pour entretenir le flou. D'accord. Pour nous qui sommes experts en technique de lutte contre la corruption, je vous dis, on n'a pas commencé. On règle des comptes. C'est justement alors que le vrai problème est à côté. Donc, il faut aujourd'hui repenser un autre instrument. Mais cela ne peut pas, comme je le disais, peut pas être l'œuvre de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas cette volonté-là. La volonté déjà manque au départ. Et donc, ils ne peuvent pas. D'ailleurs, ce sont eux qui sont indexés dans ces matières de malversation. Et donc, finalement, ils ne peuvent pas déclencher, si vous voulez, des rouleaux compresseurs contre eux-mêmes. Donc, ils n'ont pas cette volonté. Il faut aujourd'hui repenser les nouveaux instruments de lutte. Et comme je l'ai dit, il ne faut plus qu'on gère la République dans le flou. Il faut qu'on sache à quoi on s'en tient. Il faut qu'on sache qui gère, il vient d'où, il a quoi. Et le jour où il est accusé de corruption ou de détournement, on commence à saisir ses biens pour récupérer le déficit qu'il a causé à l'État. L'article 35 on va permettre à M. Koumou de nous donner sa lecture avant de faire la revue de presse. En France, par exemple, ailleurs, par exemple, lorsque quelqu'un est accusé de détournement, la première chose, ou alors de malversation, la première chose, on saisit, on commence à saisir ses maisons, on saisit ses biens, on dit, on a gelé ses biens, on commence à saisir. C'est la donc, si je résume bien, l'opération Épervier, c'est une machine à broyer, c'est une voiture à double vitesse, qui est même budgétivore, qui ne fonctionne pas, qui est bancale, qui a tête chercheuse, qui écrase les ennemis politiques et même les autres qui ne sont pas ennemis politiques et qui permet à certains de jouer avec la loi. Non, vous savez, c'est le débat que nous pouvons avoir sur des questions qui relèvent de la justice, où il y a beaucoup de situations qui sont frappées du sceau du secret, font que sur un plateau télé, peut-être, oui, non, souffrez que je parle. En justice, les choses sont frappées du sceau du secret. Je vous passe la parole et je mettais, vous avez parlé pendant 30 minutes, je vous ai écouté. Hein. Souffrez que je parle aussi. Sinon, je ne sais pas ce que je suis venu faire ici. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des questions
quand il s'agit de la justice qui sont frappés du sceau du secret. Et que nous n'allons pas, ils ne vont pas, souffrez que je parle. Les personnes ne vont arrêter, M. Kungu. Qu'ils ne vont pas, qu'ils ne vont pas vous faire. Empêcher même de bouger sur la chaise ou de dire, M. Kungu, attendez. Qu'ils ne vont pas vous faire des communiqués pour vous dire exactement pourquoi on a fait ci et pourquoi on n'a pas fait ça. Pourquoi est-ce qu'on devrait faire ça? Comment est-ce qu'on va faire ça? Ça ne peut pas se faire. On est quand même là dans des tribunaux, on est dans le domaine de la justice, où il y a même des choses qui relèvent du secret, comme j'ai dit. L'opération est dit au nom du peuple. Si la justice est secrète, elle ne peut pas être secrète. Non. C'est-à-dire que vraiment, quand on commence à faire une enquête, on ne fait pas des communiqués à la radio. Patriarche. Oui. Quand on fait l'information judiciaire, par exemple, on ne va pas venir vous faire des communiqués à Cameroun. Oui, je sais de quoi vous venez ici, vous êtes d'ailleurs un ancien policier. Voilà. Vous êtes d'ailleurs un ancien policier, n'est-ce pas? Oui. Et vous savez exactement ce que c'est. Voilà, on passe là-dessus. L'opération Épervier est la suite d'un ensemble d'actions avant. Donc l'opération Épervier est juste une volonté d'efficacité. D'ailleurs, à la suite de l'opération Épervier, d'autres structures sont nées. La NIF, la brigade financière, la CONAC, le TCS, c'est-à-dire qu'il y a une volonté, c'est-à-dire on peut tout reprocher, n'est-ce pas, à l'État, mais on ne peut pas reprocher à l'État cette recherche de l'efficacité, cette volonté de pouvoir assainir ou de vouloir assainir. On ne peut pas leur reprocher ça. Maintenant, on peut, souffrir que je parle, maintenant on peut commencer à ajouter dans les débats pour la recherche de l'efficacité. Et là, je suis totalement d'accord avec tout ce qui a déjà été dit ici, n'est-ce pas? Pour qu'on aille à l'efficacité, parce qu'il s'agit des ressources de l'État. Il s'agit, parce que le premier réflexe que certains ont, c'est qu'ils pensent que le RDPC, systématiquement, de façon systémique, va venir essayer de défendre ou de couvrir. Il s'agit de l'argent du contribuable. Le contribuable, c'est tout le monde. Il s'agit de la gestion de la chose publique. Quand c'est mal géré, ça impacte même sur le militant du RDPC que je suis. C'est-à-dire que c'est pas à tête chez ça à ce moment-là. Donc le débat que nous devons avoir, justement, c'est, première chose, il y a une volonté d'assainir, il y a une volonté d'efficacité, d'où toutes ces structures et toute la structuration. Maintenant, il faut qu'on commence à faire le débat sur plus d'efficacité. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut ajouter? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Mais M. Kungu, vous avez quand même écouté que pour beaucoup de personnes, ça fait trop de structures pour rien. Oui, non, souffrez que... Mais je suis... Et rendre opérationnel. Nous sommes en train de faire le débat sur comment est-ce qu'on rend efficace. Non, nous sommes en train de faire le point, le bilan de l'opération Épervier. Non. Nous ne sommes pas en train de faire le débat sur comment rendre plus efficace. Le bilan, on veut comprendre même d'abord comment fonctionne l'opération Épervier. Non, je vais vous dire. Pourquoi on a ces... Nous sommes en train de... Non, je vais arriver à ça. Hein, parce que mais c'est là où nous sommes. Non, je ne suis pas encore arrivé à ça. Je vais arriver à ça. Nous sommes en train de faire le débat sur l'efficacité. Merci de lui mettre même le carburant. Non, nous sommes en train de faire le débat sur l'efficacité, sur qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Non. À ce niveau-là, souffrez. Ça, c'est votre débat que vous faites, M. Kungu. Ce n'est pas le nôtre. Je vous ai dit que tout le déroulé qu'il y a eu ici a été, on a fait, comment on peut dire, l'introspective, n'est-ce pas? De l'opération Épervier. Et c'est là où nous sommes. On a relevé ce qui ne marche pas. Ils ont même proposé ce qu'il fallait ajouter. Et j'ai déjà dit ici tantôt que j'étais totalement d'accord avec ce déroulé, parce qu'il s'agit de l'argent du contribuable. C'est-à-dire qu'on ne va vraiment pas venir défendre. C'est d'ailleurs, vous allez voir, la majorité de ceux qui ont été frappés jusque-là sont en majorité de mon parti. Sont d'ailleurs des hauts responsables de mon parti. Non, souffrez que je parle. Non, alors, le problème, bien sûr, le problème aujourd'hui, c'est quoi? Le problème aujourd'hui dans l'opération Épervier, c'est comme il a dit, il y a assez de structures, il y a une complexité qui finalement vient créer des goulots. Et ça n'amène pas à l'efficacité tant recherchée, tant voulue. Du coup, certains petits malins, justement, peuvent s'organiser à l'intérieur, à se régler des comptes, n'est-ce pas? Ou alors à protéger d'autres. Quant à ce qui a de la machine à broyer, ou les règlements de compte politique, sauf si on nous dira que tout le monde qui a des ambitions politiques au Cameroun, l'ambition est devenue un crime.
Est-ce qu'ils sont les seuls à avoir des ambitions? Ils n'ont jamais été les seuls à avoir des ambitions. Tout le monde peut les avoir. Tout le monde est libre de les avoir. Ils ont été des gestionnaires indélicats, oui, puisqu'il y a des démonstrations qui ont été faites. N'allez pas infantiliser nos magistrats et nos juges, quand même. Parce que sinon, nous-mêmes, on est en train de tuer l'organe ou bien la structuration où on devrait ajouter souffrez que je parle. Souffrez que je parle. Bon, bientôt je vais souffrir de reprendre ma parole. Sinon, nous-mêmes, nous sommes en train de tuer la structure qu'on a créée qui doit assainir les mœurs. C'est pour ça que j'ai dit, il faut faire le débat sur qu'est-ce qu'il faut ajouter. Est-ce que la solution n'est pas de tuer même cette structure aussi? Non, justement, on peut le patriarche, il dit que ça a été mal Non, vous savez, on ne peut pas dire que ça a été mal pensé ou ça a été mal structuré quand dans une organisation d'assainissement des mœurs, on a réussi quand même à mettre dans les griffes de la justice des individus qui avaient un pouvoir certain et une puissance certaine. C'est la preuve que la justice s'exprime. C'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est pas d'arrêter tel ou tel. Non, vous savez, c'était même de traquer les biens et les fortunes. C'est pour ça que j'ai dit tantôt, là encore, ça relève. Non, souffrez que je parle. Ce n'est pas des actions ou des actes publics. Quand on se met à traquer ou à essayer d'identifier là. On ne va pas faire des communiqués pour vous le dire. C'est que vous voulez. C'est qu'on est dans un pays, on aime le sensationnel. On a pris des milliards, ceci. On ne va pas publier ça. C'est pas une. Puisqu'il y a des structures qui travaillent pour traiter. Non, on peut venir publier quand on a commencé à faire des choses. Parce qu'il y a même des choses qui relèvent de la justice. On publie. Je voudrais dire à monsieur. Vous dites que c'est peu. Je voudrais dire à quand on vient vous faire le rapport, vous dites on a saisi 2 milliards, 200 milliards, vous dites que c'est très peu. Ça veut dire que est-ce que vous savez qu'en matière d'information judiciaire, on peut partir sur une base où quelqu'un est accusé ou poursuivi pour un détournement de 500 milliards. Mais à la suite des enquêtes et des procédures, il se révèle qu'il a détourné 2 milliards. Vous vous attendez qu'on vous dise qu'on a saisi ces maisons qui représentent les 500 milliards qu'il a détourné. Oui, on saisit. Alors que les enquêtes ont déjà démontré qu'il n'a pris que 2 milliards. De 2 milliards, c'est un exemple. Non, vous attendez qu'on vous explique qu'on a saisi effectivement le bien pour 500 milliards. Et l'enquête peut vous faire la démonstration qu'il a pris 3 milliards. S'il vous plaît, merci. Merci beaucoup. Comme l'enquête a révélé qu'il n'y a pas de saisi les je tenais à m'excuser. S'il vous plaît, je tenais déjà à m'excuser parce qu'on risque de ne pas faire le troisième sujet puisque après la pause, on va revenir pour poursuivre avec le sujet sur l'opération Épervier. Cette pause, on la prend tout de suite, une transition, on revient avec la revue de presse. Voilà, après cette transition, on va s'intéresser au tabloïd paru ce matin. On parle de l'introduction du vaccin anti-Covid avec Cameroun Tribune qui donne le ton, un choix qui s'impose. D'après le journal, au cours d'une conférence de presse hier, le gouvernement, par les voix du ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, et du ministre de la Santé publique, Malaïchi Manaouda, a expliqué son option en réitérant sa détermination à protéger les populations contre le coronavirus à travers la mobilisation des fonds pour acquérir d'autres doses. C'est en page 4 et 5 l'actualité. Avec la nouvelle expression, on parle du vaccin Sinopharm. Le gouvernement se défend. A posteriori, les ministres de la Communication et de la Santé publique ont justifié laborieusement l'option prise par le Cameroun au moment où l'arrivée du vaccin au pays a surpris l'opinion, tant les effets secondaires d'AstraZeneca, initialement choisi, avaient amené le gouvernement à surseoir à l'introduction du vaccin au pays. On en parle en page 3. Toujours pour ce qui est de ce Covid-19 avec Infomatin, la gestion des fonds fâche Paul Biya, peut-on lire.
En page 4, on apprend qu'une note confidentielle adressée au chef de l'État renseigne que plus de 140 milliards de francs sur les 180 alloués à la lutte contre la pandémie ont été dilapidés dans des séminaires inutiles, primes et autres missions non justifiées. Autant de situations à l'origine des ruptures criardes des tests et des médicaments. Le président de la République s'est trouvé dans l'obligation de créer une task force. Question de sauver en urgence les meubles et surtout de voir clair dans l'intendance. À la suite d'Info Matin, le quotidien Le Messager nous parle de toute autre chose. L'affaire commune de Banwa, Georges Elanga Obam, désavoué après avoir pris fait et cause pour un exécutif municipal déchu. Le ministre de la Décentralisation et du Développement local, débouté par le tribunal administratif de Bafoussam. On en parle en page 4. Le journal qui met bien sûr le vaccin Johnson & Johnson à la barre en page 8. Le bi-hebdomadaire La Météo est également disponible ce matin et nous parle de Nguigny-Efa après son hospitalisation. Nguigny-Efa retourne à Kondengui. L'épouse de l'ancien DG de la SCDP a dû sauver l'honneur de son mari en payant le jour dit 8 avril le million de francs exigé par le directeur de l'hôpital central de Yaoundé, Pierre-Joseph Fouda. On en parle en page 3. Le journal nous fait écho du trafic de stupéfiants. 11 personnes mises hors d'état de nuire. Elles ont été interpellées le 13 avril 2021 aux environs de 12 heures au quartier Mangui à Yaoundé par les éléments de la gendarmerie nationale. L'actualité en page 4. Le quotidien Mutation disponible également ce matin nous parle de la relation Axel et Néo. Le courant ne passe plus, apprend-on. Une sommation d'une 8aine de jours servie par le régulateur à l'entreprise distributrice de l'électricité pour notamment des actes d'abus sur les consommateurs. Le journal en fait écho en page 7 alors qu'il nous annonce également l'arrivée du vaccin AstraZeneca en page 8. Et puis, avec le quotidien Info Matin, parution de ce 15 janvier 2021, on parle d'abus d'autorité. Le directeur général du PAD nargue la justice. Cyrus Ngor refuse de se présenter à la barre dans un procès où l'adversaire lui réclame déjà près de 3,5 milliards de francs CFA. L'actualité en page 3 et puis on apprend qu'il y a overdose. J. Rémi Ngono, interdit de rapport homosexuel, accro aux relations contre nature. Le derrière de ce porteur de couche vient d'être totalement et profondément abîmé suite à une énième opération de cette partie du corps le 31 mars. Les médecins de l'hôpital Armand Trousseau à Paris lui enjoignent de s'abstenir pendant 1 an au moins de son sport favori. C'est en page 4 l'actualité. On poursuit cette revue de presse avec le quotidien Le Jour. Le journal nous parle du Cameroun et de sa dette. Où va l'argent? Le ratio de l'endettement public va de nouveau progresser en 2021 et culminera à 45% du PIB du pays. Apprend-on ce matin en page 6 avec Le Jour. Et puis, on poursuit avec Cameroun Business qui nous parle de la production des intrants avicoles. Une opportunité pour les nationaux. 1,5 million de poulets d'un jour à produire chaque semaine pour satisfaire la demande nationale. En réponse à la crise actuelle, les opérateurs locaux appelés à produire plus. Lire l'analyse du président de l'interprofession et les réactions des acteurs de la filière à page 16 et 18. Et on va terminer avec défis actuels ce matin. Le journal nous parle de diplomatie. Le Minepat explore les axes de coopération avec la Turquie. Alamine Ousmane Mey s'est entretenu avec le nouvel ambassadeur de Turquie mercredi. Au menu des échanges, les investissements dans le domaine des infrastructures, le financement des projets et l'apport des entreprises turques dans l'économie nationale. Voilà donc pour ce qui est de cette revue de presse, qui serait idéal de refermer avec ce faire-part qui va s'afficher, bien entendu. Vous ne serez pas obligé de réagir sur le faire-part, je préfère le faire tout de suite. Le ministre délégué, merci à la réalisation. Voilà. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense et son épouse, Reine Félicité, ont la profonde douleur
annoncé le décès de leur beau-frère et frère, M. Eteta Edou Jean-Marc Désiré, cadre au port autonome de Douala. Décès survenu des suites de maladie à l'hôpital général de Yaoundé le jeudi 8 avril 2021. Le programme prévoit vendredi 16 avril 2021 dès 9h la mise en bière à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé, et puis le samedi 17 avril 2021 dès 11h la messe suivie de l'enterrement à Mélangué 1, arrondissement de Biwambane, département de l'Anvila, dans la région du sud de Cameroun. Et bien sûr, à l'image, vous pouvez avoir les deux itinéraires pour ceux-là qui voudraient s'y rendre, la route Yaoundé-Bolova et puis celle de Bolova jusqu'à Mélangué 1, qui est longue de 8 km en route en terre et puis 160 km en route bitumée. Voilà, avec vous à présent sur le plateau. On revient sur la revue de presse. Je commence par vous, Monsieur Gueguim. Qu'est-ce qui a retenu votre attention? C'est la une de Info Matin, mais je ne parle pas de Info Matin qui dit Paul bien fâché. D'accord. Avec le Covid. Oui, la gestion des fonds alloués à la lutte contre la pandémie. Cette une qui m'a intéressé parce que ça va avec le thème qu'on traitait tout à l'heure. 140 milliards sur 180. C'est presque la totalité. C'est-à-dire qu'on a tout volé. On a tout volé. Maintenant, je pense qu'on ne devait pas s'arrêter à être fâché ou à demander que l'on ouvre une enquête. Mais il faudrait que les coupables soient traqués et même, comme je l'ai dit, j'insiste encore, que ce soit même les premiers cas, dans les cas de saisie dont on parlait tout à l'heure. Donc pour vous, après l'enquête, il faudrait que cela aboutisse à saisir des biens. À saisir des biens, il faut qu'on entre en possession de cet argent. Mais ça va un peu plus loin que ça, parce que finalement, ça donne l'impression qu'en réalité, toute la mobilisation autour de cette pandémie, en réalité, ne visait pas à protéger les populations, ne visait pas à lutter contre la pandémie, mais visait simplement à trouver un moyen d'entrer en possession de façon illicite de ces fonds-là, de ces fonds débloqués pour lutter contre la pandémie. Et ça rejoint la manière dont le pouvoir aime gérer ce pays, à savoir toujours chercher des stratégies pour s'enrichir sur le dos du peuple au lieu de véritablement résoudre les problèmes qui se posent. On parlait tout à l'heure de l'opération Épervier. On disait, et je le dis encore à partir de cette une, je dis encore que l'instrument dont on parlait n'est pas adapté pour la lutte contre la corruption, parce que justement... Vous allez sûrement le redire tout à l'heure lorsqu'on poursuivra avec ce sujet. J'ai promis qu'on allait revenir dessus, le temps d'écouler la revue de presse. Docteur Avoré, qu'est-ce qui a retenu votre attention? Oui, il y a le journal Cameroun Tribune qui a retenu mon attention, avec, n'est-ce pas, avec son titre phare. Un choix qui s'impose. Du vaccin anti-Covid-19, un choix qui s'impose. Ça veut donc dire que le gouvernement n'avait pas d'autre choix que de faire venir les vaccins chinois et autres. Et AstraZeneca. Pays, on annonce AstraZeneca pour bientôt, mais déjà le vaccin Sinopharm, il est là. Le ministre est allé en Mondovision démontrer que lui-même aussi peut passer en premier, se faire vacciner, le Premier ministre aussi. Comme on le clamait ici, je suis de plus en plus convaincu que nos dirigeants écoutent cette émission, parce qu'on l'a dit. Vous en doutiez? Si ces vaccins arrivent, il faudrait que tous ces gens-là passent en premier. Le Premier ministre, en personnalité réformatrice qu'il est passé en premier, l'a fait en Mondovision, tout le monde a vu. Non, sauf qu'il était couvert dans beaucoup de plastique. Hein. Nous, on n'a pas vu les guillemets entrer. Donc les prochains, là, enlever. Quand on passe se faire vacciner, on n'est pas à m'étouffer dans les nylons aussi. Hein. Je le dis en passant, mais ce n'est pas un débat. C'est pas un débat, mais je le dis en passant. Non, mais je le dis en passant. C'est vous qui avez la parole. Faire de la comédie, quand non, c'est vous qui avez la parole, docteur Avoré. Donc c'est pas un débat. Le ministre s'est fait vacciner. Bon, on attend de voir le plat comme ça. Il s'est fait inoculer le vaccin Sinopharm. En attendant de voir les effets. Question de provoquer un effet d'entraînement. Il s'agit d'une communication non verbale. Il s'agit pour le ministre de dire aux Camerounais que suivez-moi, faites comme moi. Que nous, on n'a pas vu son oui, bon, mais jusque-là, certains Camerounais sont sceptiques. Il y en a qui disent que nous, on va attendre 2 mois après
pour essayer de voir si vous n'êtes pas On mort. disait que nous, on veut voir son bras. On va d'abord les C'est après 2 mois que nous irons aussi nous faire vacciner. Si les Donc, effets- bon, moi, je n'arrive pas à... Bon, c'est pas un débat de M. Oui, s'il Guégui. vous plaît. Permettez à Dr. Vore de chuter. On a une Parce qu'on nous autre dit que thématique à l'introduction du vaccin Sinopharm au Cameroun a été un choix qui s'est imposé à l'État du Cameroun. Ça veut dire que l'État du On n'a pas Cameroun eu le n'avait choix. pas d'autre voie. d'autres choix. Voilà. Pourtant, on sait quand même que notre pharmacopée traditionnelle, il ne faut pas l'ignorer parce qu'on fait tout pour balayer cela d'un revers de la main. Moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi Samuel Kleda traite cette affaire. Les preuves sont là. Il a démontré, lui d'abord en personnalité morale qu'il est, il a clamé haut et fort que j'ai traité avec les statistiques, chose que le gouvernement camerounais n'a même pas pu faire jusqu'ici. Donc, dire que c'est un choix qui s'impose, dire que le Cameroun n'avait pas d'autres moyens de lutter contre le Covid-19 me semble un peu anachronique. S'il vous plaît. Mais non. Il y a un journal, je crois, Info Matin, et mon compagnon s'en parlait tout à l'heure, par rapport à l'enrichissement de certains cadres de l'administration sur les fonds concernant la gestion du Covid-19. Je crois que c'est malsain de s'enrichir sur la santé. Sur la santé des gens. Donc, je ne sais pas moi, le Covid-19 est devenu un prétexte pour certaines personnes, n'est-ce pas, de puiser l'argent provenant des caisses de l'État. Je trouve que c'est malsain. Il faudrait véritablement que le président de la République aille jusqu'au bout de ce qu'il a commencé à initier, à savoir demander à ce que cela rende des comptes pour qu'on puisse savoir ce qui a été fait de cet argent et pouvoir déterminer qui sont les coupables qui ont détourné cet argent et pourquoi. Monsieur Kungu. Oui, la une de Cameroun Tribune, évidemment. La une dit que l'introduction du vaccin s'impose, s'est imposée. Bon, il faut bien comprendre que le Covid, il y a une guerre des puissants, une guerre des laboratoires pharmaceutiques. Il y a tout un business derrière. Il y a beaucoup de géopolitique et beaucoup d'économie à l'intérieur. Des États comme les nôtres sont obligés de jouer au jeu d'équilibriste, c'est-à-dire qu'on a évidemment, le président a dit qu'il fallait privilégier nos solutions endogènes, mais les pressions pour qu'on accepte les vaccins s'imposent tellement qu'on est obligé de faire le choix de prendre le vaccin, essayer de voir si de façon volontaire les gens peuvent aller le faire, mais on satisfait, on plie les chines à une pression, pas c'est des pressions, hein, mais à l'intérieur on essaie de jouer un peu au maximum à sécuriser les populations. Parce que vous savez, rien que la guerre des vaccins crée la panique dans les esprits. Et qu'on se retrouve à 4 ou 5, il y a des vaccins qui sont contestés. AstraZeneca est totalement contesté. Johnson & Johnson, on a des soucis. Les délais de production sont d'abord très courts. Voilà, on a un gros temps. Il y a toute une guerre sur le plan financier, une guerre des entreprises pharmaceutiques derrière, qui vient d'éteindre sur les puissants qui imposent aux faibles, entre guillemets, le vaccin et son acceptation. Du coup, des pays sont obligés de le prendre et essayer de faire... saisir la pression. Non, Monsieur Guégui, c'est pas un débat. Obligé. Attends, les pressions, je comprends que vous n'avez jamais été soumis à l'exercice du pouvoir et de la décision, surtout dans des pays comme le nôtre. Ils ont plusieurs façons de vous faire plier les chines et plusieurs façons de mettre des pressions. À un moment, vous êtes obligé d'être fin pour satisfaire toutes les exigences, essayer de tirer le meilleur. Ça, c'est la pratique de la gestion des États comme le nôtre. Vous jouez les héros, ils ont d'autres moyens de vous briser. Vous êtes obligé de sauvegarder l'essentiel. Le vaccin, tel qu'il est arrivé, on va encourager les gens à aller le faire. Mais j'ai un gros souci. Parce que quand vous allez voir exactement les réactions du Covid-19 dans les organismes, il attaque les organismes les plus faibles. Il s'agit de nos vies. Hein. Il attaque les organismes les plus faibles, qui ont déjà des antécédents sur le plan de la santé. Alors, si on systématise le vaccin, est-ce qu'il faudra d'abord faire des bilans de santé en tout cas, avant à tous, pour éviter, parce qu'on peut se retrouver dans une situation où un diabétique qui s'ignore, un hypertendu qui s'ignore parce qu'il n'a jamais eu le temps de faire un bilan de santé, et qui va prendre, quand on sait que c'est le virus à faible dose qu'on met dans l'organisme, est-ce qu'on ne va pas courir un danger à ce niveau? Donc, la logique du vaccin systématique, justement, doit être traitée et volontaire
Mais qui doit le faire et qui peut le prendre? C'est une grosse inquiétude que j'ai. Monsieur Guéguim, ce n'est pas un débat. Permettez-moi d'avancer. Patriarche, vous avez la parole. Qu'est-ce qui a retenu votre attention? D'abord, la météo sur l'hôpital central. Vous en avez d'ailleurs parlé tout à l'heure. Oui, on en a parlé. Je voudrais simplement rappeler que lorsqu'on est en fonction, on doit tenir compte du fait qu'on est un homme comme tous les autres. Parce que il y a des gens qui sont passés à la présidence de la République, secrétaire général. Je prends monsieur Titus Edouard. Il n'a jamais pensé un jour que lui, secrétaire général, pouvait se retrouver au Nouf. Monsieur Marafa, secrétaire général, il n'a jamais pensé qu'il pouvait lui aussi se retrouver en prison. Et le comportement, il a même été à l'AT qui s'occupe des prisons. On n'a pas amélioré le cadre carcéral. Mais donc, vraiment, monsieur le directeur de l'hôpital général de l'hôpital central, vous qui demandez de l'argent aux prisonniers, sachez qu'un jour, vous pouvez vous retrouver dans la même situation. Je vous ai cité là des gens qui, socialement, étaient plus haut placés que vous. Il n'est pas normal qu'on demande à un prisonnier de payer la note. Normalement, la loi veut que ce soit l'État qui s'occupe des prisonniers. C'est même pour cela que l'État prépare à manger, même comme c'est pas le repas de Hilton, sans publicité, mais on prépare tous les jours. Parce qu'il y a des gens là-bas qui ne peuvent pas vivre sans ce repas-là. Donc, monsieur le directeur général, vous êtes un homme, rien de plus. Et faites attention, un homme, rien de plus, tout peut arriver. Bon, maintenant, il y a cette histoire de vaccin. Messieurs, 180 milliards du gouvernement. Non, ça c'est le fonds pour la lutte. Hein. Oui. Oui, là, on a les vaccins. Je vais vous punir. Ce non, n'est pas le débat. Non, c'est lui, il fait son choix, il finit comme il veut. On 180 milliards. Chacun d'entre vous a parlé dessus. Vous voulez rajouter encore le FMI. On avait suffisamment de l'argent pour lutter contre le Covid-19. J'ai dit, en accompagnant nos chercheurs, nos naturopathes, on était à l'abri. C'est-à-dire qu'on se serait fait une barrière énorme. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il semble que lorsque le FMI vous donne l'argent, on vous dit ce que vous devez en faire. Les fameuses pressions. Bonjour le panel. S'agissant de l'opération Épervier, je me demande à quand les arrestations de Nkoto et Mané, Biti, Biesam et les autres. Bonjour le plateau, très belle émission. Je suis votre émission depuis Abidjan, où j'y vis depuis quelques années pour des raisons professionnelles. Je suis camerounais et grâce à votre belle chaîne de télévision, je suis régulièrement à l'actualité de mon pays. Je félicite la modératrice de l'émission qui est très professionnelle. Je suis entièrement d'accord avec les panélistes, notamment le patriarche Bilowa ici, et l'enseignant des universités. L'opération Épervier est à tête chercheuse. C'est un instrument de règlement de compte personnel. Vivement que le président de la République, qui a la légitimité du peuple, se penche véritablement dessus. Il faut cesser de broyer les hauts cadres de notre pays pour des raisons inavouées. C'est Abdoulaye Oumarou qui nous écrit depuis Abidjan. Bon. On va avancer, hein, parce que il y a des gens qui ont des problèmes que je ne peux pas résoudre. Je ne peux pas résoudre les problèmes de tout le monde. Bonjour Rosalie, bonjour. L'opération Épervier paraîtra toujours comme une opération de règlement de compte. Tant que l'enrichissement illicite n'est pas sanctionné, je souscris ainsi totalement à l'analyse du patriarche Bilowa. Pourquoi vous dites aux politologues là de se taire? Ibrahim depuis Dimako. Mais dites au moins ce qu'il a dit qui vous met en colère, Ibrahim. Qu'est-ce qu'il a dit? Sur cette histoire de vaccin, je me demande toujours si c'est le même contenu injecté au ministre qui nous sera injecté. Moi, je dis seulement ici toujours à haute voix ce que monsieur tout le monde pense.
pour permettre à ceux qui nous regardent de faire les bons choix et de prendre les bonnes décisions. Donc, c'est jamais la vie surtout que, Rosalie, surtout qu'à propos du vaccin, il y a tellement eu des dits, des contredits, comme on dit, des non-dits, que ça se met le doute dans l'esprit. Voilà. Du coup, tout le monde... Bonjour Madame Rosalie, opération épervier est au fond une bonne machine, mais c'est le fonctionnement qui n'a pas une bonne gestion. Serait mieux pour le chef de l'État de saisir tous les biens de ces gens et les reverser dans les caisses de l'État. Ils sont en prison et leur affaire tourne. C'est pas bien ça. Respect et salutations au patriarche, Monsieur Carlos depuis Kribi. Madame Rosalie, je crois que pour le vaccin, il serait mieux que ceux qui veulent prendre fassent les examens au préalable pour voir si leur santé est favorable à ce fameux vaccin qui est une sorte de business pour nos États. Monsieur Carlos, depuis Kribi, on va sortir de ce sujet. Tu avais tellement à dire sur l'opération épervier là. Maintenant que nous en sommes là, on a des gens qui sont emprisonnés et d'autres qui... Bon, je ne vais pas jouer... le défenseur des uns et des autres pour dire qu'il y en a qui sont innocents, parce que j'en sais rien du tout. Quand on voit quand même autant de milliards, on a envie de pleurer un tout petit peu. La solution serait quoi? On relâche tout le monde et on recommence à zéro? La solution serait de mettre en place de nouveaux instruments. De nouveaux instruments sur ceux qu'on a déjà là? Même, on n'en a pas assez. Il faut dire que tout ce qui a été mis en place, ça ne sert à rien. En tout cas, ça se voit. Nous tous, nous voyons que ça ne sert absolument. Sinon, donc on les écrase, on met à l'écart. Ça ne sert à rien. Parce que, comme je vous l'ai dit dès le départ, il n'y a pas une réelle volonté au départ. Parce que je vais vous dire d'où part même cet effort, ce maigre effort de lutte contre la corruption. C'est que la Banque mondiale fait une étude et se rend compte que si on envoie 100 francs en Afrique, 80 francs des 100 francs retournent chez les bailleurs de fonds, mais cette fois-ci dans les comptes privés. Et c'est à ce moment que la Banque mondiale et les autres institutions internationales obligent donc les États, les gouvernements, surtout ceux touchés par de plein de fois. Vous savez, à une époque, le Cameroun était parmi le premier pays même au monde en matière de corruption. Donc, et c'est à ce moment qu'on oblige dans ces pays-là à mettre en place des instruments de lutte contre la corruption. Maintenant, on met en place des instruments et on coupe les bras même de ces instruments. Parce que vous voyez, par exemple, la CONAC, par exemple. La CONAC va mener l'enquête, découvrir que tel a volé, tel a pratiqué des actes de corruption. Mais ensuite, cette CONAC-là ne peut pas mener une action, une action répressive contre ces prévaricateurs de la fortune publique. Ça veut dire qu'on met en place des instruments, mais on taille les moyens, on prive ces instruments-là des moyens d'action. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas une réelle volonté au départ dans la lutte contre la corruption. C'est pourquoi je dis qu'il faut évacuer tous ces instruments-là et mettre en place un seul instrument véritablement efficace, un instrument qui soit en charge d'enquêter, de poursuivre, mais également de saisir. Et j'insiste vraiment sur cet aspect. Parce que qu'on ait 10 000 personnes en prison, mais qu'on ne récupère pas, que l'État n'entre pas dans ses frais, ça ne servira à rien. Une autre chose, c'est que le nombre pléthorique de ces instruments-là fait en sorte que quand bien on réussit à récupérer une infime partie des fonds détournés, cette partie-là entre encore et on prend encore même dans d'autres fonds extérieurs investis dans le fonctionnement de ces instruments-là. Du coup, il nous coûte cher. Finalement, ça coûte plus cher et ça ne fait même pas le travail pour lequel on a mis ces instruments en place. Donc, il faut aujourd'hui ramener ces instruments à un seul qui soit plus efficace. Et son efficacité, pas du fait qu'il soit capable d'enquêter, de poursuivre et de saisir. Et de sanctionner. Voilà. Docteur Avoré. Oui, moi je pense que ce ne sont pas les instruments qui posent problème, mais c'est la mise en œuvre de ces instruments-là. Parce que la politique a été adoptée, la politique générale est là. Clairement, on voit que le Cameroun s'engage à lutter contre la corruption, les détournements des biens. Le Cameroun s'engage à assainir sa vie publique, à assainir les mœurs. Mais au niveau de la mise en œuvre, alors, c'est là où il y a un véritable problème. Il y a assez de structures. Je crois qu'elles sont même bien pensées, elles sont à saluer. D'ailleurs, la première institution visant à lutter contre
les détournements et la corruption, c'est l'article 66 de la Constitution. Bon, on ne va pas faire le débat dessus oui. parce que ce n'est pas appliqué. Je crois donc que pour que l'opération épervier puisse être efficace, cette opération-là doit s'accompagner de l'application de cet article. Parce que tous ces gens qui sont arrêtés là, c'est au cadre de notre administration niche qu'ils ont détourné de eux. L'agent Vamoul dit qu'il n'a pas détourné un seul franc CFA jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous, Camerounais, on ne sait pas quel bien il avait avant sa nomination à la CIATV. Et après, il n'a pas déclaré ses biens et par conséquent, on ne peut pas savoir. Donc, vous savez, ce que Vamoulke a acquis illicitement dans ce pays, non, moi, je ne vois pas du tout. En fait, je peux le dire, mais je ne peux pas le prouver. C'est ça le problème. C'est juste la nuance que je voulais soulever. Il faudrait pouvoir le prouver. Et pour le prouver, il fallait qu'il déclarât ses biens au départ, avant d'accéder à cette fonction-là. Donc, je crois qu'il y a un manque de volonté politique de mettre en œuvre, n'est-ce pas, ces instruments-là visant à moraliser notre vie publique. Voilà tout ce que je peux dire par rapport à ce sujet. Monsieur Kungou. Bon, l'opération épervier fait son bonhomme de chemin. Toutes les structures qui ont été mises en place ont leur place, si je peux me répéter. Il faut plutôt y ajouter du contenu et plus d'efficacité. Parce que dites-vous bien que quand on prend aujourd'hui les sujets qui ont été soumis à la dureté de l'opération épervier, on voit finalement monsieur tout le monde. C'est l'expression même de la justice aveugle. Si on a pu mettre des gens qui étaient premiers ministres il y a quelques années en prison et des secrétaires généraux de ministère. Justement, il n'y a pas monsieur tout le monde dans cette opération. Non, justement, c'est parce qu'on retient les grosses têtes que nous connaissons déjà. Mais je vous dis, faites un tour au parquet du TCS, vous allez voir le nombre d'affaires qu'il y a là-bas. Sur des fonctionnaires, des délégués départementaux, des chefs de service, même des directeurs d'école primaire et tout qui sont poursuivis. Mais non, tous ceux qui sont à la gestion publique, voilà, c'est mieux, sont effectivement traqués. Si vous allez au TCS, allez voir le rôle. Vous serez surpris des types d'affaires que vous allez trouver. Vous allez même trouver des détournements de paquets minimum. Vous allez trouver du faux sur les alignements des enfants au TCS. Ça veut dire que les structures ont leur place, mais il faut leur ajouter de l'efficacité. Il faut peut-être définir une procédure qui sera beaucoup plus droite. Et là, je suis d'accord avec lui. Pour aller rapidement à l'essentiel, ça va rendre l'organisation plus efficace, en fait. Patriarche. L'opération épervier, comme opération d'assainissement de mœurs, tous les Camerounais en veulent. Mais ce n'est pas le genre que nous avons aujourd'hui. Je vous ai dit, il y a trop de déficits, pas de compte séquestre. On nous a appris au programme Choc, qui nous a formés comme experts en technique de lutte contre la corruption, que toute opération d'assainissement de mœurs doit être limitée dans le temps. Et quand il est limité dans le temps, on ne peut pas vous retenir quelqu'un pendant 5 ans sans qu'on lui dise quoi que ce soit. On dit, bon, on t'a mis là-bas, reste là-bas. Parce que la longueur des procès dans ce domaine-là fait déjà problème. Et ensuite, vous parlez cette multitude de structures. Mais à quoi ça sert la CONAC? Moi, je vous apporterai mon journal. J'avais écrit, quand on a fait ça, j'ai titré la CONAC ou la connerie camerounaise. Parce que ça ne sert à rien du tout de faire une enquête, de faire un rapport et vous envoyer à quelqu'un qui décide est-ce qu'on peut ou on ne peut pas. Alors là, à quoi ça sert? Ce qu'il faut aujourd'hui au Cameroun, c'est une structure qui fonctionne, mais cette structure devrait être accompagnée, et nous l'avons fait il y a 15 ans. On a fait un avant-projet de loi contre l'enrichissement illicite. On a envoyé ça dehors dans quel tiroir aujourd'hui, je ne sais pas. Donc, il nous faut une loi qui lutte contre l'enrichissement illicite. Parce qu'avec cette loi, je dis un gardien de la paix, qui vous voit dans une belle voiture, et il vous arrête, il vous salue, et il vous donne le dossier, il dit, monsieur, mais c'est une belle voiture, mais comment vous avez fait pour l'acheter? L'enquête commence là. Mais s'il n'y a pas cette loi qui lutte contre l'enrichissement illicite, on nous raconte des histoires.
Oui, en 30 de secondes. tout ce que nous disons là, vous voyez très bien que le véritable problème, c'est la volonté. Parce que on a parlé de tout, mais finalement, il faut dire que même en 2 ans, même en 10 ans, on peut réussir à inverser la courbe de la corruption et des détournements dans un pays si la volonté y est. Parce que dès que la volonté y est, quel que soit l'instrument qu'on met en place, on va arriver à... Les instruments sont la preuve de la volonté. Bonjour, Voilà, c'est la mise en œuvre. bonjour, Donc, la mise en courage œuvre à qui est la vous. preuve J'aime de la votre volonté. émission. Les instruments sont la Nedjou, preuve de la volonté. depuis Mona Volonté, Télé, instrument courage qui doit être mis en patriarche. Bonjour, c'est Maman Marie. J'aimerais savoir si la prison rembourse l'argent détourné. Ça ne sert à rien d'envoyer les gens en prison. Ils doivent rembourser. C'est ça notre problème. Non, elle a aligné beaucoup de hauts. Il dit bonjour Rosalie, le ministre a été injecté du glucosé, j'ai des preuves. Collins depuis Emana. Bonjour à vous. Si vous arrêtez les voleurs, ne laissez pas. L'ex-ministre Mama Fouda Venceslas depuis Bafia. Oula. Oh là là. C'est le téléspectateur qui dit. C'est un tir ciblé là. Voilà, apparemment c'est un tir ciblé. Quand on parle de détournement, il y a des gens qui vous disent que c'est pas normal que 60 km d'autoroute en 8 ans avec autant de... Écoutez ce prix. Il faudrait aussi que notre État travaille à récupérer l'argent qui a été... je pense que c'est ça que tout le monde parle. C'est l'essentiel. Voilà. Si on ne travaille pas à récupérer l'argent, on n'a rien fait. C'est ce que tout le Cameroun attend, de voir ce que ça rapporte. Merci Dr Avor et merci Ferdinand, merci Patriarche, merci Rodrigue. Merci à l'équipe technique. Salut Obam Bibi était derrière les caméras avec notre stagiaire. Basile, voilà. Jacques Bitibi a assuré la réalisation de ce programme. Bon, janvier, voilà. Janvier, Kengeto, Mixa vidéo. Ils ne comprennent pas encore que quand il fait comme ça, c'est qu'aligner moi les noms que je n'ai pas mémorisés avant d'entrer. Allez, le journal demi-journée en monitoring, c'est tout à l'heure dès 12h, le grand format. C'est à 20h ce soir. Et bien sûr, on aura également l'émission Clash of Titans, une présentation d'Hermine Ilouga. Restez sur Info Télévision, nos programmes se poursuivent. Au revoir.